Lorsque Rosie et Pamela Haverford prirent l'ascenseur de service, une fois leur travail terminé le mercredi suivant, Pam était pâle et ne paraissait pas très bien. J'ai mes règles, dit-elle, lorsque Rosie s'en inquiéta. Elles me donnent des crampes terribles. Et ça ne te dit pas, un café demanda Rosie. Pam réfléchit et secoua la tête. Oh, vas-y sans moi. Je n'ai qu'une envie pour l'instant, c'est de rentrer à Filles et Sœurs et de trouver une chambre tranquille avant que tout le monde rapplique et se mette à jacasser. Je vais me prendre un midol et dormir 1 heure ou 2. Si j'y arrive, je me sentirai peut-être de nouveau humaine. Je vais t'accompagner, proposa Rosie, tandis que s'ouvraient les portes de l'ascenseur et qu'elles en descendaient. Pam secoua la tête et eut un sourire fugitif. Non, ce n'est pas la peine. Je peux rentrer toute seule, et tu es assez grande pour prendre une tasse de café sans chaperon. Et qui sait, tu rencontreras peut-être quelqu'un d'intéressant. Rosie soupira. Pour Pam, quelqu'un d'intéressant signifiait toujours un homme, plutôt du genre avec des biscottos de proportions géologiques en relief sous des t-shirts moulants. Mais pour ce qui était de Rosie, elle se sentait capable de se passer de Malabar jusqu'à la fin de sa vie. En outre, elle était mariée. Elle eut un bref regard pour l'alliance placée devant la bague de fiançailles tandis qu'elle s'engageait dans la rue. Quel rapport eut ce coup d'œil avec ce qui se passa un peu plus tard, elle ne le sut jamais exactement. Toujours est-il qu'elle mit la bague de fiançailles, objet auquel en temps ordinaire elle ne pensait pratiquement jamais, au centre de ses réflexions du moment. La pierre faisait un peu plus d'1 carat, et c'était de loin l'objet le plus coûteux que lui eût jamais offert son mari. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'idée qu'il lui appartenait, à elle, et qu'elle pouvait en disposer à sa guise, ne lui avait jamais traversé l'esprit. Rosie attendit avec Pam à l'arrêt de bus, non loin de l'hôtel, en dépit des protestations de son ami, qui jugeait cette sollicitude inutile. Elle lui trouvait vraiment mauvaise mine, avec ses joues blêmes, les taches mauves de ses paupières, ses petites rides douloureuses au coin de la bouche. En outre, c'était agréable de s'occuper de quelqu'un d'autre, depuis le temps qu'on s'occupait d'elle. Elle faillit d'ailleurs bien prendre le bus avec Pam, pour s'assurer que son ami rentrait sans encombre, mais finalement, l'appel d'un bon café chaud, et peut-être d'une part de tarte, fut le plus fort. Rosie la salua de la main lorsqu'elle s'assit dans le bus. Pam lui répondit, et le véhicule s'éloigna. Rosie resta un moment où elle était, puis fit demi-tour et prit la direction du Hot Pot par Hitchens Boulevard. Elle se rappela la première fois où elle avait parcouru seule cette ville à pied. Elle ne gardait qu'un souvenir assez vague de ses premières heures, souvenir dans lequel dominait sa peur et son sentiment d'être perdue. Mais au moins 2 personnages s'en détachaient, aussi nettement que des rochers dans des tourbillons de brume. La femme enceinte et l'homme avec la moustache de morse, l'homme en particulier. Appuyé au chambranle d'une porte de bar, une chope de bière à la main et la reluquant, disant hé Poulette, hé Poulette. Ce rappel d'un passé récent l'envahit complètement pendant un petit moment, comme seuls peuvent le faire nos pires souvenirs. Ceux de périodes où nous nous sommes sentis perdus et impuissants, totalement incapables d'exercer le moindre contrôle sur le cours de notre vie. Et elle passa devant le hot-pot sans le voir, l'œil vide, toute à sa mélancolie affligée. Elle pensait encore aux morses dans la porte de la taverne, à la terreur qu'il avait provoquée en elle, à la façon dont il lui avait rappelé Norman. Nullement par ses traits, mais plutôt par son attitude, la manière de se tenir, comme si chacun de ses muscles n'attendait que d'être sollicité pour le faire bondir, comme s'il avait suffi du moindre regard qu'elle aurait pu jeter sur lui pour déclencher le mécanisme. Une main l'attrapa par l'avant-bras, et Rosie faillit hurler. Elle se retourna, s'attendant à se trouver face à face avec Norman ou avec le morse à moustache rousse. Au lieu de cela, elle vit un jeune homme en costume d'été strict. Oh, désolé de vous avoir fait peur, dit-il, mais pendant une seconde, j'ai bien cru que vous alliez vous lancer au milieu de la circulation. Elle regarda autour d'elle et se rendit compte qu'elle se tenait au coin de Hitchens Boulevard et de Waterwoover Drive, l'un des carrefours les plus animés de la ville et au moins à 200 mètres du Hot Pot, sinon 400. Les véhicules défilaient comme une rivière de métal. Elle se rendit brusquement compte que le jeune homme lui avait peut-être sauvé la vie. Oh, merci beaucoup, fit Rosie. Pas de problème, dit le jeune homme. Le signal pour piétons passa au vert, de l'autre côté de Watertower, et après un dernier coup d'œil curieux pour Rosie, le jeune homme s'engagea dans le passage balisé avec le reste de la foule, au milieu de laquelle il disparut. Rosie resta où elle se trouvait, prise d'un sentiment momentané d'irréalité et de soulagement, comme lorsqu'on se réveille d'un cauchemar. Et c'est exactement ce qui se passait. J'étais réveillé, je marchais dans la rue, mais ça ne m'empêchait pas de faire un mauvais rêve, ou d'avoir une sorte de flashback.
Elle se rendit compte qu'elle serrait son sac à main de toutes ses forces contre elle, à deux mains, comme elle avait dû le faire au cours de sa longue et folle errance à la recherche de Durham Avenue 5 semaines auparavant. Elle passa la bandoulière sur son épaule et revint sur ses pas. Le quartier des boutiques chic commençait au-delà de Water Tower Drive. Celui qu'elle retraversait maintenant présentait des boutiques beaucoup plus modestes. Nombre d'entre elles avaient quelque chose de miteux, de désespéré dans leur présentation. Marchant à pas lents, elle examina les vitrines des magasins de fripes qui cherchaient à se faire passer pour des boutiques de style grunge, celles de marchands de chaussures, dans lesquelles on lisait «Acheter américain» et «Solde avant inventaire», celle d'une boutique discount bourrée de poupées fabriquées au Mexique ou aux Philippines, celle d'un spécialiste du cuir à l'enseigne de motorcycle Mamma, et celle d'une échoppe baptisée Avec plaisir, en français, où l'on découvrait un stupéfiant assortiment d'objets, godemichés, menottes, sous-vêtements arachnéens, disposés sur un fond de velours noir. Elle contempla cette dernière pendant un moment, n'en revenant pas de voir cet attirail exposé au su et au vu de tous, et finalement traversa la rue. Le hot-pot était déjà en vue, mais elle avait décidé de renoncer au café et à la tarte en fin de compte. Elle allait tout simplement prendre le bus et rentrer à Filles et Sœurs. Assez d'aventures comme ça pour la journée. À ceci près que les choses ne se passèrent pas ainsi. À l'angle du carrefour qu'elle venait de traverser se trouvait une vitrine dont le contenu défiait tout effort de description et au-dessus de laquelle on pouvait lire en lettres de néon « Prêteur sur gage, achat et vente de bijoux de qualité ». C'est ce dernier service qui venait de retenir l'attention de Rosie. Elle regarda de nouveau sa bague de fiançailles, se souvenant de ce que lui avait dit Norman peu de temps avant leur mariage. « Si tu te promènes dans la rue avec, porte la pierre tournée vers la paume de la main, Rose. C'est un sacré gros caillou, et tu n'es qu'une petite fille. » Elle lui avait demandé une fois, avant qu'il eût commencé à lui apprendre qu'il était plus prudent de ne pas lui poser de questions, combien elle avait coûté. Il avait répondu par un petit mouvement de tête et un sourire indulgent, sourire d'un papa à qui son enfant demande pourquoi le ciel est bleu et combien de neige il y a au pôle Nord. « Ça n'a pas d'importance, Rose, avait-il répondu. Contente-toi de savoir que c'est soit le caillou, soit une nouvelle buick. Moi, j'ai choisi le caillou, parce que je t'aime, Rose. » Elle se souvenait encore maintenant, devant cette vitrine, de ce qu'elle avait éprouvé. De la peur, car un homme capable d'une telle extravagance, un homme capable de préférer une bague à une nouvelle voiture, ne pouvait que faire peur, mais en même temps, elle s'était sentie un peu estomaquée et excitée, car c'était un geste romantique. Il lui avait acheté un diamant tellement gros qu'il ne fallait pas l'exhiber dans la rue, un diamant gros comme le Ritz. Parce que je t'aime, Rose. Peut-être l'avait-il aimé, mais cela remontait à 14 ans en arrière, et la jeune fille qu'il aimait avait alors les yeux clairs, la poitrine haute, le ventre plat, et des cuisses longues et puissantes. Il n'y avait pas de sang dans l'urine de cette jeune fille. Rosie se tenait toujours devant la vitrine, avec ses objets hétéroclites et son enseigne néon, perdue dans la contemplation de sa bague de fiançailles. Attendant de voir ce qu'elle allait éprouver, un écho de sa peur d'antan, voire même un peu de nostalgie. Mais comme elle ne ressentait rien, elle s'avança vers la porte du magasin de brocante. Elle devait quitter bientôt Filles et Sœurs, et si quelqu'un, là-dedans, acceptait de lui donner une somme raisonnable d'argent pour sa bague, elle pourrait partir sans rien devoir à personne, ayant tout payé, chambre et repas, et peut-être même quelques centaines de dollars devant elle. Oui, j'ai peut-être tout simplement envie d'en être débarrassé, de ne pas passer un jour de plus à trimballer à mon annulaire la buick que monsieur n'a pas achetée. Sur la porte on lisait « Liberty City Lawn and Palm ». Sur le coup, la manière dont on qualifiait la ville la frappa, ville de la liberté, plutôt que ville du lac, comme on le faisait en général, puis elle n'y pensa plus, poussa la porte et entra. Elle s'était attendue à de l'obscurité, et certes il y en avait, mais rehaussée d'une surprenante lumière dorée. Bas, au-dessus de l'axe de Hitchens, à cette heure, le soleil dardait de longs rayons chauds à travers la vitrine située à l'ouest de Liberty City Lawn and Palm. L'un d'eux faisait flamboyer un saxophone accroché au plafond. Ce n'est pas un hasard, songea Rose. Quelqu'un a suspendu volontairement ce saxophone ici, quelqu'un de raffiné. Vrai, sans doute, mais elle ne ressentait pas moins un certain enchantement. Même l'odeur, odeur de poussière, de temps passé et de secret, concourait à renforcer cette impression. Sur sa gauche, elle entendait plusieurs horloges égrener discrètement leur tic-tac. Elle remonta lentement l'allée centrale, passa devant des alignements de guitares acoustiques pendus par le manche d'un côté et des vitrines pleines d'appareils divers, notamment des stéréos, de l'autre.
On aurait dit qu'il y avait pléthore de ces systèmes de sons multifonctions que les publicités télévisées baptisaient boombox. À l'extrémité de l'allée, au-dessus d'un comptoir tout en longueur, une inscription en lettres de néon bleu proclamait « Or, argent, bijouterie », ajoutant au-dessous en rouge « Achat, vente, échange ». Oui, acheté pour rien et vendu très cher, pensa Rosie, avec l'esquisse d'un sourire en approchant du comptoir derrière lequel se tenait un homme assis sur un tabouret, une loupe de bijoutier vissée à l'œil. Il examinait un objet posé sur un carré de velours que Rosie identifia comme étant une montre de poche dont la platine arrière était ouverte. L'homme y avait introduit une sonde d'acier tellement fine qu'elle était à peine visible. Il était jeune, observa-t-elle, et ne devait même pas avoir 30 ans. Il portait les cheveux longs, presque aux épaules, il était habillé d'une veste de soie bleue par-dessus un tricot de corps blanc. Elle trouva l'ensemble peu conventionnel, mais plutôt fringant. Il y eut un mouvement sur sa gauche. Elle tourna la tête et vit un monsieur plus âgé qui, accroupi sur le sol, s'intéressait à des piles de livres de poche entassés sous un panneau sur lequel était écrit « Les bons vieux classiques ». Son manteau s'étalait en éventail autour de lui, et son porte-document, noir, démodé, et qui commençait à s'érailler au niveau des coutures, attendait patiemment à côté de lui comme un chien fidèle. « Puis-je vous aider, madame » fit l'homme. Elle reporta son attention sur l'homme derrière le comptoir. Il venait de retirer sa loupe et la regardait avec un sourire amical. Il avait des yeux noisettes, piquetés de vert, très beaux, et elle se demanda un instant si Pam le rangerait dans la catégorie des personnes intéressantes. Sans doute pas. Aucune plaque tectonique n'ondulait sous le tricot de corps. « C'est possible, » répondit Rosie. Elle dégagea l'alliance et la bague de fiançailles de son annulaire, puis glissa la première dans sa poche. Cela lui faisait un effet bizarre de ne plus la porter, mais elle se dit qu'elle s'y habituerait. Quand on est capable de partir définitivement de chez soi sans même un sous-vêtement de rechange, on doit être capable de s'habituer à pas mal de choses. Elle posa le diamant sur le carré de velours à côté de la vieille montre. « À combien vous l'évaluez » demanda-t-elle. Puis, comme si l'idée lui venait seulement maintenant, « Et combien pourriez-vous m'en donner » L'homme glissa la bague sur l'extrémité de son pouce, puis la tendit dans le rayon de soleil oblique chargé de poussière de l'une des fenêtres situées à l'ouest. La pierre scintilla de tous ses feux multicolores, et pendant un bref instant, elle éprouva une pointe de regret. Puis le bijoutier lui adressa un regard rapide, à peine un coup d'œil en fait, mais cela suffit à Rosie pour détecter quelque chose dans ses yeux noisettes qu'elle ne comprit pas sur le champ. Un regard qui disait « Est-ce que vous plaisantez ?»« Quoi » demanda-t-elle. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Rien. Un instant, s'il vous plaît, » fit l'homme. Il vissa de nouveau la loupe à son œil et étudia longuement la pierre. Lorsqu'il se tourna vers elle, cette fois, il était beaucoup plus facile et évident de déchiffrer son regard. Impossible de ne pas le déchiffrer en réalité. Rosie, tout d'un coup, sut tout ce qu'il y avait à savoir, sans éprouver cependant ni surprise, ni colère, ni même un véritable regret. Ce qu'elle ressentait tout au plus était une sorte de gêne accablée. Comment se faisait-il qu'elle n'y eût pas pensé auparavant? Comment avait-elle pu être aussi gourde? « Mais non, ce n'est pas la question, Rosie, » fit en elle une voix profonde. « Non, tu n'es pas une gourde. Si tu n'avais pas su à un certain niveau que la pierre était fausse, si tu ne l'avais pas su presque dès le départ, tu serais venu beaucoup plus tôt dans un endroit semblable. Comment aurais-tu croire, après ton 22e anniversaire, en tout cas, qu'un type comme Norman Daniels était capable de t'offrir une bague valant plusieurs milliers de dollars? Le croire vraiment? Non, elle ne l'avait sans doute pas cru. Elle-même n'avait jamais valu autant aux yeux de cet homme, pour commencer. En second lieu, un type qui fait poser 3 serrures à la porte de devant, autant à celle de derrière, un détecteur de mouvement pour le jardin et une alarme contact sur sa nouvelle voiture, un type comme ça ne laisserait jamais sa femme aller faire le marché avec un diamant gros comme le Ritz à son doigt. « Elle est fausse, n'est-ce pas » demanda-t-elle au bijoutier. « C'est-à-dire, » fit l'homme, « c'est un authentique zircon, mais ce n'est sûrement pas un diamant, si c'est ce que vous voulez dire. »« Évidemment, c'est ce que je veux dire, » fit Rosie. « Que pourrais-je vouloir dire d'autre ?»« Vous vous sentez bien ?» demanda l'homme. Il paraissait sincèrement inquiet, et elle eut l'impression, maintenant qu'elle le voyait de près, qu'il était plus proche de 25 ans que de 30. « Bon sang, je ne sais pas trop mal, » fit Rosie. Elle prit un Kleenex dans son sac, cependant, juste au cas où elle aurait une crise de larmes. En ce moment, elle ne savait jamais quand elles allaient se produire, ou en cas de crise de fou rire, peut-être, elle en avait eu aussi quelques-unes. Elle aurait aimé éviter ces 2 extrêmes, au moins pour l'instant. Elle aurait aimé quitter le magasin avec encore un semblant de dignité. « Tant mieux, » reprit le bijoutier, « parce que vous êtes en bonne compagnie, croyez-moi.
Vous seriez étonné si vous saviez le nombre de dames, des dames exactement comme vous. Oh, arrêtez, voulez-vous, la coupa Rosie. Quand j'aurai besoin de prendre un remontant, je m'achèterai un soutien-gorge à bretelles renforcées. Jamais de toute sa vie elle n'avait fait une déclaration de ce style, déclaration carrément suggestive à un homme, mais jamais non plus elle ne s'était sentie comme elle se sentait en ce moment, avec l'impression de marcher dans l'espace, de courir sur une corde raide sans filet en dessous. Et les choses n'atteignaient-elles pas à une sorte de perfection? N'était-ce pas le parfait épilogue de son mariage? J'ai choisi le caillou, l'entendit-elle dire dans sa tête, la voix chevrotante d'émotion, ses yeux gris embués de larmes. Parce que je t'aime, Rose. Un instant, l'accès de fou rire ne fut pas loin. Elle ne le maintint en respect que grâce à un violent effort de volonté. Mais est-ce qu'elle vaut au moins quelque chose? A-t-elle la moindre valeur? Ou bien est-ce un truc qu'il a trouvé dans un paquet cadeau? Il ne prit pas la peine d'utiliser la loupe cette fois, et se contenta de tenir la bague dans le rayon de soleil. En réalité, elle a une certaine valeur, dit-il, l'air soulagé d'avoir à lui donner une relativement bonne nouvelle. La pierre en elle-même ne vaut pas plus de 10 $, mais la monture, elle pourrait aller chercher dans les 200 $ à la vente. Évidemment, je ne pourrais pas vous en donner autant, ajouta-t-il précipitamment. Mon père me sonnerait les cloches. N'est-ce pas, Roby? De toute façon, il te les sonnera, répliqua le vieil homme, en train de fouiller parmi les livres de poche. C'est à ça que servent les enfants. Il n'avait même pas relevé la tête. Le bijoutier lui jeta un coup d'œil, revint sur Rosie et se colla un doigt dans la bouche, mimant le geste de vomir. Rosie n'avait pas vu faire ça depuis le lycée, et elle sourit. L'homme à la veste de soie bleue lui rendit son sourire. « Je peux vous en donner 50 $, dit-il. Ça vous intéresse ?»« Non, merci, fit Rosie. Elle reprit la bague, l'étudia un moment, songeuse, puis l'enroula dans le Kleenex, qu'elle n'avait finalement pas utilisé. « Allez voir dans d'autres boutiques du quartier, dit l'homme. Si quelqu'un vous en propose davantage, je vous en donne autant. C'est la règle qu'observe mon père, et elle est bonne. » Elle laissa tomber le Kleenex dans son sac, qu'elle referma. « Oh merci, mais je n'y tiens pas, je vais la garder, » dit Rosie. Elle se rendit compte que l'homme qui fouillait parmi les livres de poche, Roby, d'après le bijoutier, la regardait avec une curieuse expression concentrée sur le visage. Rosie préféra ne pas s'en formaliser. Qu'il regarde, on était dans un pays libre, non? L'homme qui m'a offert cette bague m'a dit qu'elle valait le prix d'une voiture neuve. Vous vous rendez compte? Ça ne m'étonne pas, répondit le bijoutier. Il avait répondu sans hésiter, et elle se rappela que, selon lui, elle était en bonne compagnie, celle de nombreuses femmes venues ici et ayant appris la désagréable vérité quant à leur trésor. En dépit de sa jeunesse, songea-t-elle, cet homme avait déjà dû entendre pas mal de variations sur ce thème. « Je veux bien vous croire, » répondit Rosie, « mais dans ce cas, vous devez comprendre les raisons que j'ai de vouloir garder la bague. Si jamais je tombe amoureuse de quelqu'un d'autre, ou du moins si je me l'imagine, je n'aurai qu'à la regarder 5 minutes et attendre que passe le coup de sang. » Elle pensait à Pamela Haverford, qui avait une longue cicatrice sinueuse sur chacun de ses avant-bras. Pendant l'été 1992, son mari l'avait jetée à travers une fenêtre alors qu'il était ivre. Pam s'était protégé la tête de ses bras, avec pour résultat 60 points de suture à l'un et 105 à l'autre. Et cependant, elle se sentait fondre de bonheur si un maçon ou un peintre sifflait admirativement en la voyant passer dans la rue. Comment fallait-il appeler cela? De l'entêtement? De la bêtise? Capacité à résister ou amnésie? Rosie avait fini par appeler cette attitude le syndrome de Haverford, avec l'espoir qu'elle-même y échapperait. « Comme vous voudrez, madame, » répondit le bijoutier. « Je suis désolé d'être le porteur de mauvaises nouvelles. Voyez-vous, je pense que c'est à cause de cela que les prêteurs sur gages ont si mauvaise réputation. C'est à nous qu'il revient de dire aux gens que les choses ne valent pas ce qu'elles sont supposées valoir, et ils n'aiment pas ça. »« En effet, » admit Rosie, « on n'aime pas ça. Monsieur ? » ?»« Steiner, Bill Steiner. Et mon père s'appelle Ab Steiner. Voici notre carte. » Elle secoua la tête avec un sourire et ne prit pas le Bristol qu'il lui tendait. « Oh, je n'en aurais pas l'usage, dit-elle. Bonne journée, monsieur Steiner. » Pour retourner vers la porte, elle emprunta cette fois la 3e allée, car le vieux monsieur s'était avancé de quelques pas, tenant son porte-document d'une main et 2 ou 3 livres de poche de l'autre, et elle n'avait aucune envie de lui parler, vraiment aucune. Elle n'avait qu'un désir pour l'instant, sortir en vitesse de Liberty City, Lowndes and Palm, grimper dans son bus et tout faire pour oublier qu'elle avait un jour mis les pieds ici. Elle n'avait que vaguement conscience de passer dans un secteur de la boutique rempli de petites statues disposées en groupe, ainsi que de tableaux, encadrés ou non, rassemblés sur des étagères poussiéreuses. Elle avait la tête levée, mais ne regardait rien.
Elle n'était pas d'humeur à apprécier l'art, de qualité ou non. Si bien qu'il y eut quelque chose de remarquable à la façon dont elle s'arrêta brusquement, manquant presque de glisser, comme si elle n'avait absolument pas vu le tableau, au moins en ce premier instant, comme si c'était le tableau qui l'avait vu. L'attrait profond qu'elle ressentit était quelque chose de sans précédent dans sa vie. Rosie n'y trouva cependant rien d'extraordinaire, car cela faisait plus d'un mois qu'elle menait une vie sans précédent. Attrait qui, sur le coup, ne lui parut pas non plus anormal, pour une simple raison. Après 14 ans de mariage avec Norman Daniels, 14 ans à vivre coupée du reste du monde, elle n'était pas outillée pour juger de ce qui était normal ou pas. L'aune à laquelle elle mesurait la manière dont les gens se comportaient dans des situations données lui venait essentiellement des feuilletons télévisés et des rares films qu'il l'emmenait voir. Norman Daniels ne manquait jamais un film de Clint Eastwood. Dans le cadre que lui fournissaient les médias, sa réaction au tableau lui parut presque normale. Dans les films, à la télé, les gens étaient toujours complètement bouleversés. D'autant plus que tout cela n'avait aucune importance. Ce qui en avait été l'attrait exercé par le tableau, au point qu'elle en oubliait ce qu'elle venait d'apprendre sur la bague, oubliait qu'elle avait eu l'intention de sortir au plus vite de la boutique, oubliait qu'elle avait mal aux pieds et qu'elle serait bien contente lorsqu'elle verrait arriver le bus de la ligne bleue à l'arrêt situé devant le hot pot. Bref, elle oubliait tout. Une seule pensée l'habitait. « Regardez-moi ça. Est-ce que ce n'est pas un tableau merveilleux ?» Il s'agissait d'une peinture à l'huile encadrée, mesurant environ 1 mètre de large sur 60 centimètres de haut, maintenue en place par une horloge arrêtée d'un côté et un petit chérubin nu de l'autre. Elle était entourée d'autres œuvres, une vieille photographie coloriée de la cathédrale Saint-Paul, une aquarelle de fruits dans un bol, des gondoles à l'aube sur le Grand Canal, une gravure de chasse représentant une meute de molosses innommables lancés à la poursuite d'un gibier immangeable dans les brumes d'une lande anglaise. Mais c'est à peine si elle leur accorda un coup d'œil. C'était le tableau de la femme sur la colline qui l'intéressait, et seulement cela. Par son thème, comme par la façon dont il était traité, il n'était pas tellement différent de tous ceux que l'on voit moisir dans les brocantes, les boutiques de prêteurs sur gage et les antiquaires de bord de route qu'on trouve un peu partout dans le pays, et un peu partout dans le monde d'ailleurs. Mais celui-ci lui emplissait les yeux et l'esprit de cette sorte d'excitation révélatrice, immaculée, qui n'appartient qu'aux œuvres susceptibles de nous émouvoir profondément. La musique qui nous fait pleurer, l'histoire qui nous fait voir le monde selon la perspective d'un autre, au moins provisoirement, le poème qui nous rend heureux d'être en vie, la danse qui nous fait oublier qu'un jour nous ne serons plus. Sa réaction fut si soudaine, si foudroyante et si complètement coupée de la réalité pratique de la vie qu'elle menait, que son esprit réagit tout d'abord en se mettant à cafouiller, sans savoir par quel bout prendre ce feu d'artifice inattendu. Elle se retrouva pendant quelques instants comme une transmission soudainement passée au point mort. Le moteur tournait comme un fou et rien n'arrivait, puis l'embrayage joua et le système repartit en douceur. Voilà ce que je veux pour mon nouvel appartement. C'est pour ça que je suis excitée. C'est exactement ce que je veux. Elle se raccrocha avec avidité et gratitude à cette explication. Bon, d'accord, ce n'était qu'un studio, mais on lui avait promis qu'il s'agissait d'un grand studio, avec un coin cuisine et une salle de bain. De toute façon, ce serait la première fois de sa vie qu'elle aurait un toit à elle, et à elle seule. Ce qui rendait le studio important, et important aussi les objets qu'elle choisirait d'y mettre. Le premier étant le plus important puisqu'il donnait le ton pour tous ceux qui suivraient. Oui, peu importait que ce studio fût mignon ou pas, que des douzaines de personnes seules et pauvres dussent l'occuper avant elle. Ce serait un endroit important pour elle. Ces 5 semaines écoulées constituaient une période intermédiaire, un hiatus entre son ancienne vie et la nouvelle. Lorsqu'elle emménagerait dans le studio qu'on lui avait promis, sa nouvelle vie, sa vie de célibataire, débuterait réellement. Et ce tableau, un tableau que Norman n'aurait jamais vu et sur lequel il n'aurait émis aucune opinion, un tableau qui serait à elle, pouvait symboliser cette nouvelle vie. C'est ainsi que son esprit, sain, raisonnable, et absolument pas préparé à admettre ou même seulement soupçonner quoi que ce fût d'un ordre surnaturel ou paranormal, expliqua, rationalisa et justifia simultanément sa fulgurante réaction devant la femme sur la colline. C'était la seule œuvre, dans l'allée, protégée d'une vitre. Il lui semblait que d'ordinaire les peintures à l'huile n'en avaient pas, peut-être parce qu'elles devaient respirer, ou un truc comme ça. Et une petite étiquette adhésive jaune était apposée dans le coin gauche. 75 $, lisait-on, suivi d'un point d'interrogation. C'est avec des mains légèrement tremblantes qu'elle prit le tableau par son cadre de bois. Elle le dégagea avec soin de l'étagère et remonta l'allée.
Le vieil homme au porte-documents en piteux état était toujours là, et la regardait toujours, mais Rosie y fit à peine attention. Elle se rendit directement au comptoir et posa délicatement la peinture devant Bill Steiner. « Vous avez trouvé quelque chose qui vous a plu » demanda-t-il. « Oui, répondit-elle. Elle tapota l'étiquette du doigt. Il y a écrit 75 $, mais il y a un point d'interrogation derrière. Et vous avez parlé de 50 $ pour la bague. Seriez-vous d'accord pour faire l'échange, l'un pour l'autre ?» Steiner alla jusqu'au bout du comptoir, souleva l'abattant et remonta jusqu'à la hauteur de Rosie. Il étudia la toile avec autant de soin qu'il avait étudié la bague, mais avec un certain amusement cette fois. « Je ne m'en souviens pas, dit-il. Il me semble que je ne l'ai jamais vue. Ce doit être un truc que mon père a récupéré quelque part. C'est lui, l'amateur d'art de la famille. Moi, je ne suis que le célèbre monsieur Répartout. »« Ah, cela signifie que vous n'avez pas le droit de... » commença Rosie. « De marchander » la coupa le jeune homme. « Voulez-vous vous taire? Je suis capable de marchander jusqu'à ce que les poules aient des dents, si vous insistez. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas la peine. Je serai heureux d'accepter vos conditions. Un troc. Voilà qui m'évitera de vous voir sortir d'ici avec une tête longue comme une aune. » Autre première, avant de savoir ce qu'elle faisait, Rosie prenait le jeune homme par le cou et le serrait brièvement contre elle avec enthousiasme. « Oh, merci » s'écria-t-elle. « Merci infiniment. » Steiner éclata de rire. « Oh, bon Dieu, mais c'est avec plaisir. Je crois que c'est la première fois qu'une cliente m'embrasse dans ce saint lieu. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un autre tableau qui vous plairait, par hasard ?» Le vieux bonhomme en manteau, celui que Steiner avait appelé Robbie, vint jeter un coup d'œil sur la peinture. « Si l'on songe à la tête qu'ont la plupart des brocanteurs, c'est probablement une bénédiction, » observa-t-il. Bill Steiner approuva d'un hochement de tête. « Bien vu, dit-il. » C'est à peine si elle entendit ces commentaires. Elle fouillait dans son sac, à la recherche du Kleenex roulé en boule qui contenait la bague. Elle mit plus de temps qu'elle n'aurait dû, car elle ne cessait de jeter des coups d'œil vers le tableau. Son tableau. Pour la première fois, elle pensa avec une réelle impatience à la pièce dans laquelle il allait trôner. Un endroit bien à elle, pas un simple lit de camp au milieu des autres. Un endroit bien à elle, un tableau bien à elle, qu'elle accrocherait sur le mur. « C'est la première chose que je ferai, pensa-t-elle, tandis que ses doigts se refermaient sur la petite boule de papier. La toute première. Elle déballa la bague et la tendit à Steiner, mais celui-ci l'ignora sur le coup. Il étudiait le tableau. « C'est une peinture à l'huile originale, dit-il, pas une reproduction. Mais je ne la trouve pas bien fameuse. C'est probablement ce qui explique la vitre, elle l'améliore un peu. D'après vous, qu'est-ce que c'est que cet édifice, au pied de la colline? Une maison de planteur après un incendie? » « Oh, à mon avis, il doit s'agir des ruines d'un temple, dit d'une voix paisible l'homme au porte-documents mangé au mythe. Peut-être bien d'un temple grec, mais ce n'est pas très clair, n'est-ce pas ?» En effet, c'était difficile à dire, car l'édifice en question était enfoui presque jusqu'au toit dans la végétation. Des plantes grimpantes s'enroulaient sur les 5 colonnes de la façade. Une 6e gisait au sol, en plusieurs tronçons, avec à côté une statue renversée, tellement recouverte de plantes qu'on voyait seulement, au-dessus de la verdure, un visage lisse tourné vers les nuages d'orage, dont l'artiste avait rempli le ciel avec enthousiasme. « Ouais, » dit Steiner sans conviction. « De toute façon, le bâtiment me paraît raté, question perspective, trop grand pour l'endroit où il se trouve. » Le vieil homme acquiesça. « C'est cependant un artifice nécessaire, sans quoi on ne devinerait que le toit. Quant à la colonne et à la statue à terre, on ne verrait rien du tout. » Mais Rosie ne se souciait pas de l'arrière-plan. Le personnage central du tableau captait toute son attention. Au sommet de la colline se tenait une femme, tournée de façon à contempler les ruines, si bien qu'on ne la voyait que de dos. Ses cheveux blonds retombaient en une tresse unique. Un large bracelet en or encerclait le haut de son bras pulpeux. Elle tenait la main gauche levée, comme si elle s'abritait les yeux. Geste bizarre, étant donné le ciel d'orage et l'absence de soleil, mais c'était néanmoins l'impression qu'elle donnait. Elle portait une tunique courte, une toge, supposa Rosie, qui lui dénudait une épaule. Le vêtement avait une couleur rouge violacée intense. Il était impossible de dire ce qu'elle avait aux pieds, si du moins elle était chaussée, car les herbes dans lesquelles elle se tenait lui montaient jusqu'aux genoux, au ras de la toge. « Qu'est-ce que vous en pensez » demanda Steiner. Il s'adressait à Robbie. « Classique ou néoclassique ?»« Oh, je pense que c'est de l'art de pacotille, » répondit le vieux monsieur avec un sourire. « Mais je crois aussi comprendre pourquoi madame en a envie. Il s'en dégage une émotion très forte, tout à fait étonnante. Les éléments sont peut-être classiques, du genre de ceux que l'on voit sur les vieilles gravures, mais il est gothique d'esprit.
En plus, le personnage principal nous tourne le dos. Je trouve cela très étrange. Dans l'ensemble, eh bien, on ne peut pas dire que la jeune dame a choisi le meilleur tableau de la boutique, mais je suis sûr, pour ma part, qu'elle a trouvé le plus curieux. Mais à peine Rosie les écoutait-elle, elle ne cessait de découvrir dans le tableau de nouveaux détails qui la fascinaient, comme le cordon violet qui ceignait la taille de la femme, coordonné avec les ornements de la robe, ou la courbure à peine visible du sein gauche, révélée par le bras levé. Le brocanteur et le vieux monsieur coupaient les cheveux en quatre, c'était une peinture magnifique. Elle avait l'impression qu'elle aurait pu passer des heures à la contempler et que c'était justement ce qu'elle ferait une fois dans son studio. Ni titre, ni signature, dit Steiner, à moins que... Il retourna le tableau. En lettres d'imprimerie tracées au fusain et légèrement brouillées, sur le papier qui protégeait le dos, on lisait « Rose Madère ». « Tenez, voilà le nom de l'artiste, dit-il d'un ton dubitatif. Enfin, peut-être, c'est un nom bizarre. Il pourrait s'agir d'un pseudonyme. » Robbie secoua la tête, ouvrit la bouche pour parler, et se rendit alors compte que la femme qui venait d'acheter le tableau avait quelque chose de mieux à dire. « Non, c'est le titre du tableau, dit Rosie. Puis elle ajouta, pour une raison qu'elle aurait été bien incapable d'expliquer, « Je m'appelle moi-même Rose. » Steiner la regarda, complètement interloqué. « Vous savez, c'est une simple coïncidence. »« Ah bon ?» se demanda-t-elle. « Vraiment ?»« Mais regardez, dit-elle. » Elle remit délicatement le tableau à l'endroit et tapota la vitre, à hauteur de la toge que portait la femme au premier plan. « Cette couleur, ce rouge tirant sur le violet, ça s'appelle le rose Garance. »« C'est exact, intervint Robbie. C'est l'artiste, ou plus vraisemblablement le dernier propriétaire du tableau, vu que le fusain s'efface rapidement, qui a choisi ce titre en s'inspirant du chiton de la femme. « Oh, s'il vous plaît, dit Rose à Steiner, pouvons-nous conclure ? Il me tarde de repartir, je suis déjà en retard. » Steiner s'apprêtait à lui demander si elle était bien sûre de vouloir faire cet achat, mais vit qu'il n'avait pas besoin de poser la question. Il vit aussi autre chose. Elle avait les traits légèrement tirés de quelqu'un qui vient de traverser une passe difficile, le visage d'une femme qui risquait de considérer l'honnête intérêt qu'on pourrait lui porter comme une provocation, voire comme une tentative pour modifier les termes du marché. Il se contenta donc d'acquiescer. La bague contre le tableau, affaire conclue, et tout le monde est content. « Oh oui, dit Rosie, en lui adressant un sourire éblouissant. C'était le premier véritable sourire qu'elle faisait à quelqu'un en 14 ans, et à son moment le plus intense, le cœur du jeune homme s'ouvrit pour elle. « Oui, tout le monde est content, répéta-t-il. Elle resta quelques instants sur le seuil, clignant stupidement des yeux pendant que les voitures passaient à toute vitesse, se retrouvant avec son père, petite fille, à la sortie du cinéma, sonnée, une moitié d'elle-même déjà dans le monde de la réalité, et l'autre encore dans celui du faux-semblant. Mais le tableau, lui, était bien réel. Elle n'avait qu'à regarder le paquet qu'elle tenait sous le bras gauche pour en avoir confirmation. La porte s'ouvrit derrière elle, et le vieux monsieur sortit à son tour. Même vis-à-vis de lui, elle se sentait maintenant dans de bonnes dispositions, et elle lui sourit comme on le fait à quelqu'un avec qui on vient de partager une expérience étrange ou merveilleuse. « Madame, dit-il, j'aimerais vous demander une petite faveur. » Une expression de méfiance vint remplacer le sourire de Rosie. « Oh, tout dépend de quoi il s'agit. Je n'ai pas pour habitude de faire des faveurs à des inconnus. » Voilà qui était bien entendu un euphémisme. Elle n'avait même pas pour habitude de parler à des inconnus. Il parut presque gêné, ce qui eut un effet rassurant pour elle. « Oh oui, j'imagine que cela doit vous paraître bizarre, mais nous pourrions y gagner tous les deux. Je m'appelle Lefferts, au fait, Rob Lefferts. »« Et moi, Rosie McClendon, » répondit-elle. Elle envisagea de lui tendre la main, mais retint son geste. Elle n'aurait même pas dû lui donner son nom, en fait. « Mais je n'ai d'ailleurs même pas le temps d'en faire, monsieur Lefferts. Je suis désolé, j'ai déjà pris du retard et... »« Oh, s'il vous plaît, » fit l'homme. Il posa son porte-document fatigué, fouilla dans le sac en papier qu'il tenait de l'autre main et en sortit l'un des vieux livres de poche qu'il venait d'acheter. On voyait sur la couverture un dessin stylisé représentant un homme en tenue rayée de bagnard qui s'engageait dans une caverne ou l'entrée d'un tunnel. « Tout ce que je vous demande, c'est de me lire le premier paragraphe de ce livre, à voix haute. »« Ici ?» fit-elle. Elle regarda autour d'elle. « Dans la rue? Mais pourquoi, au nom du ciel ?» Il se contenta de répéter « s'il vous plaît », et elle prit le livre en se disant que si elle l'obligeait, elle pourrait d'autant plus rapidement mettre un terme à ses excentricités. Il lui tardait, car elle commençait à penser qu'il était un peu timbré, peut-être pas dangereux, mais tout de même timbré.
Et s'il s'avérait dangereux, elle préférait s'en rendre compte sur le seuil de Liberty City Lawn and Pound, avec Bill Steiner à portée d'oreille. L'auteur du livre était David Goodis, et son titre Dark Passage. En passant par la page des copyrights, Rosie comprit qu'il n'était pas surprenant qu'elle n'eût jamais entendu parler de lui, même si le titre lui disait vaguement quelque chose. Dark Passage avait été publié en 1946, 17 ans avant sa naissance. Elle leva les yeux sur Rob Lefferts, qui hocha la tête avec empressement, l'air de vibrer d'impatience et d'espoir. Mais était-ce possible? On aurait pourtant bien dit de l'espoir. Un peu excitée elle-même, qui se ressemble s'assemble, aurait dit sa mère, Rosie commença à lire. Au moins ce premier paragraphe était-il court. Le coup était dur. Paris n'avait pas tué. C'était même un garçon très bien, qui n'embêtait jamais personne et ne demandait qu'à vivre en paix. Mais les apparences étaient contre lui, et il n'y avait pratiquement rien à avancer pour sa défense. Le jury l'avait déclaré coupable. Le juge l'avait condamné à la détention perpétuelle, et on l'avait emmené à la prison de Saint-Quentin. Elle releva les yeux, ferma le livre et le lui tendit. « Ça vous va » demanda-t-elle. Il souriait, manifestement ravi. « Ça me va parfaitement, madame McClendon. Mais attendez un peu, encore un petit passage. Faites-moi plaisir. » Il feuilleta rapidement le livre et le lui rendit. « Rien que ce dialogue, s'il vous plaît, entre Paris et le chauffeur de taxi. À partir de « Eh bien, c'est amusant. Vous voyez ?» Elle voyait, et ne fit pas de manière cette fois. Elle avait conclu que Lefferts n'était pas dangereux, peut-être même pas timbré, en fin de compte. Elle éprouvait aussi une sorte d'excitation étrange, comme si quelque chose de réellement intéressant était sur le point de se produire, ou se produisait déjà. « Ouais, tu parles » fit sa voix intérieure d'un ton joyeux. « Le tableau, tu t'en souviens, Rosie ?» Bien sûr, le tableau. Rien que d'y penser, elle en avait le cœur gonflé et se sentait une grande vénarde. « C'est très particulier, dit-elle, mais avec un sourire, sans pouvoir s'en empêcher. Il acquiesça, et elle se dit qu'il en aurait fait tout autant si elle lui avait dit qu'elle s'appelait Madame Bovary. « Oh oui, c'est normal que ça vous fasse cette impression, mais... Voyez-vous où vous devez commencer » demanda l'homme. « Oui, oui, répondit Rosie. Elle parcourut rapidement le dialogue, s'efforçant de deviner qui étaient ces gens à partir de ce qu'ils disaient. Pour le chauffeur de taxi, pas de problème. Elle se fit tout de suite une représentation mentale de Jackie Gleason dans le rôle de Crandon, dans les rediffusions de Honeymooners qui passaient sur Canal 18 l'après-midi. Le personnage de Paris était un peu plus difficile. Le héros classique, sans doute, avec tous les clichés habituels. Oh, et puis, quelle importance, de toute façon. Elle s'éclaircit la gorge et commença, oubliant rapidement qu'elle se trouvait à un carrefour animé, un tableau sous le bras, inconsciente des coups d'œil intrigués qu'ils provoquaient tous les deux. « Eh bien, c'est drôle, déclara le chauffeur. D'après leur visage, je peux dire à quoi ils pensent, les gens. Je peux dire ce qu'ils font. Quelquefois, je peux même dire qui ils sont. Vous, par exemple. Ah oui, moi, qu'est-ce que vous me trouvez ? Eh ben, que vous êtes un gars qui a des ennuis. Je suis l'homme le plus heureux du monde, déclara Paris. Oh, faut pas me la faire, vieux, dit le chauffeur. Je vois clair, je connais les gens. Je vais même vous dire autre chose. Si vous êtes dans la panade, c'est à cause des femmes. Oh, vous n'y êtes pas du tout, répondit Paris. Je suis très heureux en ménage. Soudain, juste comme ça, elle eut une voix pour Paris, celle de James Wood, nerveuse, tendue, avec un sens de l'humour cassant. Cela la ravit, et elle continua, s'échauffant au fur et à mesure qu'avançait l'histoire, avec dans la tête un film qui n'avait jamais été tourné, Jackie Gleason et James Wood se donnant la réplique dans un taxi qui filait par les rues d'une ville anonyme à la nuit tombée. « Ah, j'ai tapé dans le mille, oui, répondit le chauffeur. Vous n'êtes pas marié. Mais du temps où vous l'étiez, ce n'était pas une réussite. Oh, je vois ce que c'est, dit Paris. Vous étiez là, vous étiez caché dans le placard, et vous me regardiez vivre. Tiens, je vais vous parler d'elle, dit le chauffeur. Elle n'était pas commode à vivre, elle avait toujours envie de quelque chose. Plus on lui cédait, plus elle exigeait, et elle finissait toujours par avoir le dernier mot. C'était comme ça, non? Rosie avait atteint le bas de la page. Un curieux frisson lui remonta le long du dos, et elle tendit sans rien dire le livre à Lefferts, lequel paraissait avoir envie de sauter en l'air tant il était heureux. « Vous avez une voix absolument splendide » s'exclama-t-il. « Grave, mais pas étouffée, mélodieuse, très claire, sans accent bien définissable. Tout cela, je l'ai su d'emblée, mais la voix seule ne signifie rien. Vous savez lire aussi. Vous savez vraiment lire. » « Bah évidemment que je sais lire, protesta Rosie, qui hésitait entre l'amusement et l'exaspération. « Est-ce que j'ai l'air d'avoir été élevé par des loups ?»« Oh non, bien sûr que non, reprit l'homme. «
Mais souvent, les lecteurs, y compris d'excellents lecteurs, ne savent pas lire à voix haute. Même s'ils ne bredouillent pas, ils manquent d'expression. Et les dialogues sont bien plus difficiles que la narration. C'est l'épreuve qualificatrice, pourrait-on dire. Avec vous, j'ai entendu deux personnes différentes, deux personnes véritablement différentes. Oui, moi aussi, monsieur Lefferts, répondit Rose. Mais bon, il faut que je parte maintenant. Il posa une main légère sur l'épaule de Rosie au moment où elle se retournait. Une femme ayant un peu l'expérience du monde aurait compris qu'on allait lui demander de passer une audition, même au coin d'une rue, et n'aurait par conséquent pas été surprise de ce que Lefferts dit ensuite. Rosie, en revanche, resta réduite au silence lorsqu'il se fut éclairci la gorge et lui eut proposé un travail. Au moment où Rob Lefferts écoutait sa femme enfuie lire à voix haute à un coin de rue, Norman Daniel s'était assis, mains croisées derrière la tête, les pieds posés sur le bureau de son espèce de placard au 3e étage de l'hôtel de police. C'était la première fois depuis des années qu'il pouvait mettre les pieds dessus. En temps normal, le meuble était envahi de formulaires, d'emballages de repas à emporter, de rapports inachevés, de circulaires internes, de mémos et autres rebuts divers. Norman n'était pas du genre à ramasser machinalement ce qu'il laissait traîner. Au bout de 5 semaines, la maison que Rosie avait maintenue pendant des années dans un état de propreté immaculée commençait à ressembler à Miami après le passage du cyclone Andrew. Et d'ordinaire, son minuscule bureau reflétait ce trait de caractère. Aujourd'hui, cependant, on se serait cru dans une cellule de moine. Il avait passé l'essentiel de la journée à trier ce fatras et descendu 3 grands sacs en plastique pleins à craquer de détritus jusqu'au local à poubelle du sous-sol, se refusant à laisser ce boulot à la négresse qui venait faire le ménage les jours de semaine entre minuit et 6 heures du matin. Avec les nègres, un boulot n'est jamais ni fait ni à faire, comme le lui avait appris son père, et il avait bien raison. C'était un fait fondamental que les politiciens et les bonnes âmes ne pouvaient pas ou ne voulaient pas comprendre. Les nègres ne savent pas ce que c'est que le boulot. Leur tempérament africain, sans doute. Norman parcourut lentement des yeux son bureau, sur lequel il n'y avait plus que ses pieds et le téléphone, puis les reporta sur le mur à droite. Pendant des années, il avait disparu sous les avis de personnes recherchées, les fiches de police, les résultats de labo, les menus de plats à emporter, sans parler d'un calendrier avec les dates de comparution au tribunal, entouré de rouge. Mais aujourd'hui, ce mur était complètement nu. Il finit son tour d'horizon sur la pile de carton à côté de la porte et se dit que vraiment la vie était imprévisible. Il avait mauvais caractère, il était le premier à l'admettre. Il aurait aussi admis sans difficulté que ce mauvais caractère avait le don de le mettre dans le pétrin et de contribuer à l'y maintenir. Et si, un an auparavant, il avait eu la vision de son bureau tel qu'il était aujourd'hui, il en aurait tiré cette simple conclusion. Que son mauvais caractère l'avait finalement mis dans un pétrin dont rien ne pouvait le faire sortir, et qu'il avait été viré. Soit pour avoir accumulé suffisamment de réprimandes sous son bonnet pour lui valoir la mise à pied, en fonction du règlement interne, soit pour avoir été pris à faire vraiment très mal à quelqu'un, comme ce petit pédé de Ramon Sanders, s'il se souvenait bien. L'idée que faire mal à une tapette comme ce type puisse avoir la moindre importance était ridicule, évidemment. Il n'était pas Saint-Antoine, mais il fallait respecter les règles du jeu, ou ne pas être pris quand on y contrevenait. Tout comme il ne fallait pas dire en public que les nègres ne comprenaient rien à ce qu'était le travail, alors même que tout le monde, tous les blancs de peau au moins, le savaient bien. Mais on ne l'avait pas viré, il déménageait, c'était tout. Il quittait cette espèce de placard merdique qu'il occupait depuis la première année de la présidence de George Bush, pour aller dans un véritable bureau où les murs allaient du sol au plafond et vice-versa. Non, pas viré, promu. Ce qui lui faisait penser à la chanson de Chuck Berry, celle qui disait « c'est la vie » pour dire qu'on ne sait jamais. Ils avaient réussi leur coup de filet, leur grand coup, et les choses n'auraient pas pu se passer mieux pour lui s'il en avait écrit le scénario. Une transmutation presque incroyable avait eu lieu. Son cul s'était transformé en or, au moins par ici. Ils avaient fait tomber un réseau de revendeurs de crack à la dimension de la ville, le genre de combine qu'on n'arrive jamais à démanteler complètement, si ce n'est que lui y était parvenu. Tout s'était parfaitement emboîté, comme s'il avait tiré une série de 12 gagnants de suite à une table de jeu d'Atlantic City, doublant sa mise à chaque fois. Son équipe avait arrêté plus de 20 personnes, en fin de compte, dont une demi-douzaine de gros bonnets, et de la manière la plus réglo qui soit, sans tendre de piège à personne. Le procureur devait probablement atteindre des sommets orgasmiques comme il n'en avait pas connu depuis qu'il avait empaffé son épagnol du temps qu'il était encore lycéen.
Norman, qui avait bien cru naguère qu'il finirait par être poursuivi un jour par cette espèce de petit enfoiré, s'il n'arrivait pas à mieux contrôler son caractère, était devenu le chouchou du procureur. Chuck Berry avait raison, on ne sait jamais. La machine à baiser les cons a bien fonctionné, murmura Norman avec un sourire. Sourire joyeux, du genre à provoquer une réaction identique chez la plupart des gens, mais qui aurait glacé Rosie et lui aurait fait désirer frénétiquement être invisible. Pour elle, c'était son sourire mordeur. Un très bon printemps, excellent même, vu comme ça, mais en dessous un printemps exécrable, un printemps parfaitement merdique, pour être précis, à cause de Rose. Il avait espéré lui régler son affaire depuis un bon moment, mais n'avait rien réglé du tout. Rose était toujours en vadrouille, quelque part, et il ne savait pas où. Il avait été faire un tour à Portside tout de suite après avoir interrogé son excellent ami Ramon dans le parc. La photo de Rose ne l'avait pas beaucoup aidé. Lorsqu'il avait mentionné les lunettes de soleil et le foulard écarlate, détail précieux fourni par le compte-rendu de l'interrogatoire de Sanders, l'un des employés de la billetterie de jour de la Continentale avait tout de suite percuté. Le problème était qu'il ne se souvenait pas de la destination qu'elle avait prise et qu'il n'existait aucun moyen de vérifier les archives. Il n'y en avait pas. Elle avait payé son billet en liquide et n'avait pas de bagages. Les horaires de la Continentale offraient 3 possibilités, mais Norman avait estimé que la troisième, un car qui partait vers le sud à 13h45, était improbable. Jamais elle n'aurait voulu attendre aussi longtemps. Restaient les 2 premières, un départ pour une ville située à 400 km ou un autre pour une grande métropole au cœur du Midwest. Il avait alors commis ce qui lui apparaissait de plus en plus comme une erreur qui lui avait fait perdre 2 semaines. Partir de l'hypothèse qu'elle n'aurait pas osé partir aussi loin de son pays natal. Non, pas elle, pas une petite souris apeurée comme elle. Mais maintenant... Les paumes de Norman étaient couvertes de tout un réseau de petites cicatrices blanches de forme semi-circulaire. Ses ongles les avaient faites, mais c'est au fond de sa tête qu'elles avaient leur origine, sa tête dans laquelle le thermostat était réglé sur la puissance maximale depuis très longtemps. « Tu peux numéroter tes abattis, murmura-t-il. Je te garantis que tu vas savoir bientôt ce que c'est que d'avoir peur. Oui, il fallait qu'il l'ait. Sans Rose, tout ce qui était arrivé ce printemps, le prestigieux coup de filet, les articles élogieux des journaux, les journalistes qui l'avaient laissé interloquer par leurs questions respectueuses, ça c'était une nouveauté, même sa promotion ne signifiait rien. Les femmes avec lesquelles il avait couché depuis le départ de Rose ne signifiaient rien non plus. Ce qui importait était qu'elle l'avait quitté. Ce qui importait davantage encore était que rien, pas le moindre indice, n'avait laissé présager son geste. Mais ce qui importait le plus était qu'elle avait pris sa carte bancaire. Elle ne s'en était servie qu'une fois et n'avait retiré que la somme ridicule de 350 $, mais là n'était pas la question. La question était qu'elle avait pris ce qui lui appartenait, à lui, à Norman Daniels, qu'elle avait oublié qui était le plus grand enfant de salaud de toute la jungle et qu'elle allait payer pour ça. Et le prix serait élevé, très élevé. Il avait étranglé l'une des femmes avec lesquelles il avait couché depuis le départ de Rose, étouffé, puis jeté le corps derrière les tours d'ensilage sur le côté ouest du lac. Devait-il mettre ce coup-là sur le compte de son mauvais caractère aussi? Il l'ignorait. Peut-être que ça n'avait rien à voir. Il savait seulement qu'il avait dragué la femme pendant qu'elle se baladait dans le quartier commerçant de Fremont Street, que c'était une chouette petite rouquine en caleçon couleur fauve, avec 2 obus de néné pointant sous son tricot moulant. Il ne s'était pas rendu compte à quel point elle ressemblait à Rose. C'est du moins ce qu'il se racontait maintenant, et peut-être y croyait-il. Jusqu'au moment où il avait commencé à la baiser à l'arrière de sa voiture de service, une Chevrolet banalisée de 4 ans. Ce qui s'était passé? Elle avait tourné la tête, et les lumières en haut du silo le plus proche avaient éclairé son visage d'une certaine façon, un instant pendant lequel la pute avait été Rose, la salope qui s'était tirée sans même lui laisser un mot, même pas un seul putain de mot. Et avant de savoir ce qu'il faisait, la pute s'était retrouvée avec son tricot autour du cou, tirant une langue démesurée, les yeux exorbités, des yeux comme des billes de verre. Dans tout ça, le pire était qu'une fois morte, elle ne ressemblait plus du tout à Rose. Bon, d'accord, il n'avait pas paniqué. Et pourquoi aurait-il paniqué? Ce n'était pas la première fois, après tout. Mais Rose l'aurait-elle soupçonné? Aurait-elle senti quelque chose? Était-ce pour cette raison qu'elle s'était enfuie, parce qu'elle aurait eu peur qu'il... Ne sois pas aussi con, marmonna-t-il, et il ferma les yeux. Mauvaise idée, car il vit ce qui apparaissait de plus en plus souvent dans ses rêves ces temps derniers, la carte de crédit verte de la Merchants Bank, une carte de proportions gigantesques flottant dans les ténèbres comme un dirigeable couleur de fric. Il rouvrit précipitamment les yeux. Ses mains lui faisaient mal.
Il déplia les doigts et observa sans surprise les petites coupures qui saignaient dans ses paumes. Il avait l'habitude des stigmates laissés par son mauvais caractère et savait comment les traiter, en reprenant le contrôle de lui-même. Ce qui signifiait réfléchir, tirer des plans, après avoir passé en revue les éléments du problème. Il avait appelé la police dans la plus proche des deux grandes villes, s'était présenté et avait parlé de Rose comme du suspect principal dans une vaste escroquerie à la carte bancaire. Le coup de la carte était vraiment le pire et ne cessait de le ronger jusqu'à l'obsession. L'idée qu'elle avait osé la prendre sur le manteau de la cheminée le rendait fou. Sûr qu'elle avait repris son nom de jeune fille, il l'identifia comme Rose McClendon. S'il s'avérait que non, il mettrait sur le dos d'une pure coïncidence le fait qu'elle portait le même patronyme que l'enquêteur chargé de l'affaire. Ce sont des choses qui arrivent, et il avait l'avantage de s'appeler Daniels, pas Tretzky ou Botschwartz. Il avait aussi faxé des photos de Rose à ses collègues. Sur l'une, prise en août dernier par un de ses amis flics, elle était assise sur les marches de la cour. Le cliché n'était pas très bon, on voyait notamment à quel point elle avait fait du lard depuis qu'elle avait dépassé la trentaine, mais il était en noir et blanc et rendait les traits de son visage avec assez de précision. L'autre était une reconstitution par un dessinateur de la police, Al Kelly, un salopard bourré de talent, l'avait faite en prenant sur son temps de travail à la demande de Norman, sur laquelle Rose avait un foulard sur la tête. Les flics de cette autre ville, là moins loin, avaient posé toutes les bonnes questions et visité tous les bons endroits, les refuges de sans-abri, les petits hôtels de passage, les relais dans lesquels on pouvait consulter parfois la liste des hôtes, pourvu qu'on sache à qui la demander et comment, mais sans résultat. L'idée qu'elle pût lui échapper définitivement, échapper à la juste punition qu'elle méritait pour ce qu'elle avait fait, en particulier pour avoir osé s'emparer de la carte, ne lui avait pas encore traversé l'esprit, mais il en arrivait à contre-cœur à la conclusion qu'elle s'était peut-être réfugiée dans l'autre grande ville, en fin de compte, qu'elle avait peut-être eu tellement peur de lui que 400 kilomètres ne lui avaient pas paru suffisamment loin. Ce n'étaient pas les 500 kilomètres de plus qui changeaient quelque chose, elle allait bien voir. Pour le moment, il avait assez traîné ici. Il était temps de trouver un chariot et de transporter tout son bazar dans son nouveau bureau, 2 étages au-dessus. Au moment où il remettait les pieds par terre, le téléphone sonna. « C'est bien l'inspecteur Daniels ?»« Oui, lui-même, répondit-il, ajoutant intérieurement, et sans grand plaisir, « détective inspecteur de première classe Daniels, exactement. C'est Oliver Robbins à l'appareil. » Robbins. Robbins, ce nom lui disait quelque chose. « Oui, Robbins, de la Continental Express. C'est moi qui ai vendu un billet à la femme que vous recherchez. » Daniels se redressa vivement sur son siège. « Ah oui, en effet, monsieur Robbins, je me souviens très bien de vous. »« Eh ben moi, je vous ai vu à la télé. C'est sensationnel ce que vous avez fait. Le crack est vraiment un truc dégueulasse. On voit tout le temps des gens qui en prennent à la gare routière, vous savez. »« Ah, répondit Daniels, sans laisser manifester la moindre impatience. « Je n'en doute pas. »« Et les types que vous avez pris, demanda Robbins, ils vont aller en prison ?»« La plupart, oui, répondit le flic. Mais en quoi puis-je vous aider aujourd'hui ? » Eh bien, en fait, c'est moi qui devrais pouvoir vous aider, dit Robbins. Vous m'aviez bien dit de vous rappeler si quelque chose me revenait à l'esprit, n'est-ce pas ? À propos de la femme avec les lunettes noires et le foulard. Oui, en effet, répondit Norman. Il n'avait pas perdu son ton calme et amical, mais la main qui ne tenait pas le téléphone était de nouveau un poing serré qui poinçonnait et poinçonnait. Je ne pensais pas me souvenir de quoi que ce soit, reprit Robbins. Et pourtant, un détail m'est revenu pendant que je prenais ma douche ce matin. J'y ai repensé toute la journée, et je suis sûr de ne pas me tromper. C'est vraiment comme ça qu'elle a dit. Qu'elle a dit quoi ? Demanda Norman. Sa voix demeurait raisonnable, calme, même agréable, mais un sang brillant était maintenant visible dans les plis de son poing fermé. Il ouvrit un des tiroirs de son bureau vide et plaça la main au-dessus. Un petit baptême pour le compte de son successeur dans ce placard merdique. Eh bien, figurez-vous qu'elle ne m'a pas dit où elle voulait aller, c'est moi qui le lui ai dit. C'est probablement pour cette raison que je n'ai pas pu me le rappeler lorsque vous m'avez posé la question, inspecteur Daniels, alors que d'habitude je garde un souvenir précis de ce genre de choses. Je ne vous suis pas, dit Norman. Eh bien, en général, reprit Robbins, les gens qui achètent un billet vous donnent leur destination. Un aller-retour pour Nashville, par exemple, ou bien un aller simple pour Lansing, s'il vous plaît. Vous me suivez ? Oui, répondit le flic. Eh bien, cette femme a fait autrement. Au lieu de donner le nom de sa destination, elle m'a donné l'heure du départ. Voilà ce dont je me suis souvenu ce matin, sous ma douche. Elle a dit « Je voudrais un billet pour le quart de 11h05. Est-ce qu'il vous reste encore des places ?» Comme si l'endroit où elle se rendait était sans importance, comme si la seule chose qui comptait...
était de partir le plus tôt possible pour un endroit aussi éloigné que possible, s'exclama Norman. Oui, oui, bien sûr. Merci, monsieur Robbins. Je suis content d'avoir pu vous être utile, dit Robbins, qui paraissait un peu désarçonné par la soudaine manifestation d'émotion du policier au bout du fil. Dites, vous m'avez l'air de vouloir vraiment l'attraper, cette bonne femme. Et comment confirma Norman. Il arborait ce sourire qui avait le don de glacer Rosie et de lui faire chercher un mur contre lequel s'appuyer pour protéger ses reins. Et comment que nous voulons l'attraper, monsieur Robbins? Mais dites-moi, quelle est la destination du bus de 11h05 ? Robbins répondit, puis demanda à son tour. Est-ce qu'elle faisait partie du réseau de crack? Non, c'est une escroquerie à la carte de crédit, répondit le flic. Robbins commença à ajouter autre chose, prêt, apparemment, à prolonger cette intéressante conversation, mais Norman laissa retomber le combiné, le coupant au milieu d'une phrase. Il remit les pieds sur le bureau. Trouver un chariot pour déménager son bazar pouvait attendre. Il s'inclina dans son fauteuil et contempla le plafond. Une escroquerie à la carte de crédit, tu parles? Mais tu sais bien ce qu'on raconte à propos du long bras de la loi? Il tendit le bras gauche et ouvrit son poing, découvrant sa paume ensanglantée. Il fléchit les doigts, également couverts de sang. Le long bras de la loi, salope, grommela-t-il, et soudain il se mit à rire. Le putain de long bras de la loi qui va bientôt s'abattre sur toi, tu peux me croire. Il continua de fléchir les doigts, regardant les gouttelettes de sang tomber sur le plateau de son bureau. Il s'en fichait, il riait, et se sentait bien. Les choses avaient repris leur cours normal. De retour à Filles et Sœurs, Rosie trouva Pam assise sur une chaise pliante dans la salle de jeu du sous-sol. Elle avait un livre de poche sur les genoux, mais regardait Gert Kingshaw et une petite maigrichonne arrivée une dizaine de jours auparavant, Cynthia quelque chose. Cynthia arborait une coiffure punk agressive, une moitié orange, une moitié verte, et paraissait devoir peser dans les 40 kilos, toute mouillée. Un pansement volumineux lui dissimulait l'oreille gauche, celle qu'avait essayé de lui arracher son petit ami, sans tout à fait y parvenir. Elle portait un t-shirt sans manches avec Peter Tosh au milieu d'un tourbillon bleu-vert psychédélique souligné de cette proclamation « Jamais laisser tomber ». À chacun de ses mouvements, les emmanchures trop évasées laissaient voir des seins comme des œufs au plat surmontés d'une petite framboise. Elle haletait et ruisselait de sueur, mais paraissait ravie à en perdre la tête d'être où elle se trouvait et qui elle était. Gert Kingshaw était aussi différente de Cynthia que le jour et la nuit. Rosie n'avait jamais bien pu déterminer si Gert était une conseillère, une résidente de longue durée de Filles et Sœurs, ou simplement une amie de la famille, si l'on peut dire. Elle débarquait, restait quelques jours, puis disparaissait à nouveau. Elle se joignait souvent au cercle des thérapies de groupe, qui avaient lieu 2 fois par jour et auxquelles on devait assister obligatoirement au moins 4 fois par semaine. Mais Rosie ne l'avait jamais entendue y dire quelque chose. Elle était grande, elle faisait plus d'1,80 m, et costaud. Elle avait de larges épaules et la peau brune et douce, des seins de la taille de melon, et la masse volumineuse et pendulaire de son ventre faisait pocher son t-shirt taille triple XL avant de retomber par-dessus le pantalon de survêtement qu'elle portait en permanence. Sa coiffure était une jungle de tresses frisottées, elle était très crépue. Elle avait tellement l'air de ces mères de famille que l'on voit dans les laveries automatiques en train de dévorer des Twinkies et de lire le dernier numéro de National Enquirer qu'on risquait facilement ne pas remarquer la puissance de ses biceps, la musculature de ses cuisses sous le survêt gris, ni la manière dont son gros derrière n'oscillait pas en tous sens quand elle marchait. Les seules fois où Rosie l'avait entendu s'exprimer étaient justement dans cette salle de jeu. Gert enseignait l'art de l'autodéfense à toutes les résidentes de Filles et Sœurs qui désiraient l'apprendre. Rosie avait elle-même pris quelques leçons et continuait à s'entraîner au moins 1 fois par jour, selon la méthode que Gert avait intitulée « 6 moyens parfaits de ratatiner un connard ». Elle-même peu douée, Rosie n'arrivait pas à s'imaginer employant ces techniques sur un homme, comme le morse à la chope de bière du Whip-Nip, par exemple. Mais elle aimait bien Gert, en particulier par la façon qu'avait sa large figure sombre de changer lorsqu'elle enseignait, abandonnant temporairement son habituel masque de terre cuite pour s'animer et respirer l'intelligence. Elle en devenait même jolie. Rosie lui avait demandé un jour ce qu'elle leur apprenait, le taekwondo, le jiu-jitsu, le karaté ou autre chose. Gert avait haussé les épaules. « Un peu de chaque, je récupère tout ce qui traîne », avait-elle répondu. On avait mis de côté la table de ping-pong et disposé des tapis de sol gris au milieu de la salle. 8 ou 9 chaises pliantes s'alignaient le long d'un mur lambrissé de pin, entre une stéréo qui n'était pas neuve et une télé couleur préhistorique, où les images étaient soit vert pâle, soit rose pâle. La seule chaise occupée était celle de Pam,
Avec son livre sur les genoux, ses cheveux retenus par un ruban bleu, ses genoux serrés, elle avait l'air de faire tapisserie au bal de fin d'année du lycée. Rosie s'assit à côté d'elle, appuyant le tableau emballé contre sa jambe. Gert, qui pesait plus de 110 kilos, et Cynthia, qui n'aurait pu faire monter la balance au-dessus de 50 sans chausser des après-ski et endosser un sac à dos de routard, tournaient en cercle l'une autour de l'autre. Cynthia haletait et souriait béatement. Gert était calme et silencieuse, légèrement ployée à hauteur de ce qui aurait dû être sa taille si elle en avait eu une, les bras tendus. Rosie les regardait, à la fois amusée et un peu mal à l'aise. Elle avait l'impression de voir un écureuil, sinon un tamia, narguer un ours. « Je commençais à m'inquiéter, lui dit Pam. En vérité, l'idée d'organiser des recherches m'est même venue à l'esprit. « Oh, j'ai passé un après-midi absolument stupéfiant, dit Rosie. Et toi, comment ça va? Mieux, répondit Pam. À mon avis, le Midol est la réponse à tous les maux de l'humanité. Mais peu importe. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es rayonnante. Vraiment? Demanda Rosie. Oui, vraiment. Allez, accouche. Ben, voyons, dit Rosie, en commençant à compter sur ses doigts. J'ai découvert que ma bague de fiançailles était en toc, et je l'ai échangée contre un tableau. Je l'accrocherai dans le studio quand je l'aurai. Et 2, on m'a offert un travail. Elle fit une pause calculée et ajouta enfin. Et 3, j'ai rencontré quelqu'un d'intéressant. Pam la regarda, l'œil rond. Tu te fiches de moi? Non, pas du tout, je te jure, répondit Rosie. Mais ne commence pas à t'exciter, il a au moins 65 ans. Elle parlait de Robbie Lefferts, mais l'image qui lui vint brièvement à l'esprit était celle de Bill Steiner, l'homme au veston de soie bleue et aux yeux si séduisants. Ce qui était ridicule. Au point où elle en était, elle avait autant besoin d'une liaison amoureuse que d'un cancer de la lèvre. En outre, n'avait-elle pas calculé que Steiner devait avoir au moins 7 ans de moins qu'elle? Encore un gosse, en somme. « C'est lui qui m'a offert un travail, reprit-elle. Il s'appelle Robbie Lefferts, mais on en reparlera. Tu ne veux pas voir mon tableau? Allez, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Lança Gert, d'un ton à la fois aimable et irrité. On n'est pas à l'école de danse ici, ma puce. Cynthia se jeta sur elle, dans les tourbillons de son t-shirt trop grand. Gert s'effaça, prit la jeune femme par son avant-bras délicat et la fit valser en l'air. Cynthia atterrit sur le dos. Aïe! Dit-elle en rebondissant sur ses pieds comme une balle de caoutchouc. Non, j'ai pas envie de voir ton tableau, répondit Pam, sauf si c'est le portrait du type. Mais il a vraiment 65 ans? Non, je ne te crois pas. Oh, peut-être davantage, dit Rosie. Mais il y en avait un autre, celui qui m'a dit que le diamant de ma bague était un vulgaire zircon. Après quoi, il me l'a échangé contre le tableau. Lui, il n'avait pas 65 ans. Et de quoi avait-il l'air? Demanda Pam. Des yeux noisettes, dit Rosie. Elle se pencha pour prendre le tableau. Mais pas un mot de plus, tant que tu m'auras pas dit ce que tu penses de ça. Oh, t'es une vraie peau de vache, dit Pam. Rosie sourit. Elle avait presque oublié les joies de ces petites taquineries inoffensives et continua de défaire l'emballage avec lequel Bill Steiner avait soigneusement protégé le premier grand achat de sa nouvelle vie. Bien, dit Gert à Cynthia, qui s'était remise à lui tourner autour. La grande noire sautillait en souplesse sur place. Ses seins se soulevaient et retombaient comme une houle océane sous son t-shirt blanc. Tu as vu comment il fallait faire? Alors, à ton tour maintenant. N'oublie pas que tu pourras pas me soulever vraiment. Ce n'est pas un bout de chou comme toi qui pourrait renverser un 30 tonnes comme moi. Mais tu peux m'aider. T'es prête? Un peu que je suis prête, répondit Cynthia. Son sourire s'élargit, révélant de minuscules dents blanches et pointues. Elles firent à Rosie l'impression d'appartenir à un animal petit, mais dangereux, comme une mangouste. Allez, amène-toi, Gertrude Kingshaw. Et Gert bondit. Cynthia saisit son avant-bras charnu, enfonça une hanche garçonnière dans le flanc rebondi de Gert, avec une confiance que Rosie se sentait bien incapable de jamais avoir. Et soudain, Gert fut en l'air et tournoya sur elle-même, une hallucination en t-shirt blanc et survêt gris. Le t-shirt remonta et révéla le plus grand soutien-gorge que Rosie eût jamais vu. Les bonnets en lycra beige avaient l'air d'obus de la Première Guerre mondiale. Lorsque Gert heurta le tapis de sol, la pièce trembla. « Ouais !» s'écria Cynthia, se lançant dans une danse endiablée et saluant comme un boxeur, les mains serrées au-dessus de la tête. « J'ai fichu la grosse par terre. Ouais, ouais. Et bonne pour le compte. Bonne pour le putain de compte. » Avec un sourire, une chose rare qui lui faisait une tête plutôt inquiétante, Gert souleva Cynthia, la tint en l'air pendant un instant, jambes écartées, et se mit à la faire tournoyer comme une hélice. « Eh oh, attends, je vais dégueuler !» cria Cynthia à plein poumon, mais elle riait aussi.
Elle tourbillonnait dans un brouillard de vert et d'orange, ses cheveux, et de bleu-vert psychédélique, son t-shirt. « Oula, je vais éjecter !»« Ça suffit, Gert, » dit une voix d'un ton calme. C'était Anna Stevenson qui se tenait au pied de l'escalier, habillée une fois de plus en noir et blanc, pantalon noir fuselé et blouse de soie blanche à longues manches et col montant. Rosie, qui l'avait rarement vue vêtue d'autres couleurs, envia son élégance. Elle enviait toujours l'élégance d'Anna. L'air un peu honteuse, Gert reposa délicatement Cynthia au sol. « Oh, tout va bien, Anna, » dit la jeune femme, qui fit 4 pas en zigzag sur le tapis de sol, trébucha, s'assit et éclata de rire. « Oh, ça se voit, » remarqua sèchement Anna. « J'ai renversé Gert, vous auriez dû voir ça. C'est la grande émotion de ma vie, vraiment. »« Je n'en doute pas, » dit Anna, « mais je suis sûr que Gert dirait plutôt qu'elle s'est elle-même renversée. Vous n'avez fait que l'aider à accomplir ce que son corps voulait déjà faire. »« Oh, sans doute, » admit Cynthia. Elle se remit debout avec précaution pour retomber sur le derrière, ou ce qui en tenait lieu, et se remettre à pouffer. « Mais, bon Dieu, on dirait que toute la pièce a été posée sur un tourne-disque. » Anna traversa la salle pour rejoindre Rosie et Pam. « Qu'avez-vous là » demanda-t-elle à Rosie. « Un tableau, » répondit-elle. « Je l'ai acheté cet après-midi. C'est pour mon studio, lorsque j'irai y habiter. » Puis, redoutant un peu la réponse, elle ajouta. « Qu'est-ce que vous en pensez ?»« Je ne sais pas, » dit Anna. « Allons nous mettre dans la lumière. » Anna prit le tableau par le cadre, traversa la salle et alla le poser sur la table de ping-pong. Les 5 femmes se mirent en cercle devant. Non, constata Rosie en donnant un coup d'œil autour d'elle, elles étaient maintenant 7. Robin St. James et Consuelo Delgado étaient venus les rejoindre et se tenaient derrière Cynthia, regardant par-dessus ses épaules étroites à l'ossature d'oiseau. Rosie attendit que l'une d'entre elles rompît le silence. Elle aurait parié sur Cynthia, mais comme personne ne disait rien et qu'il s'éternisait, elle commença à se sentir nerveuse. « Eh bien, demanda-t-elle enfin, qu'est-ce que vous en pensez ?»« C'est une œuvre étrange, » dit Anna. « Oh ouais, » admit à son tour Cynthia. « Très bizarre. J'ai l'impression d'avoir déjà vu quelque chose dans ce genre. » Anna se tourna vers Rosie et lui demanda pour quelle raison elle l'avait acheté. Rosie haussa les épaules, se sentant plus nerveuse que jamais. « Je suis incapable de me l'expliquer, dit-elle. C'est comme s'il m'avait appelé. » Anna l'étonna et la soulagea considérablement lorsqu'elle sourit et l'approuva d'un hochement de tête. « Oui, c'est cela le véritable effet de l'art, je crois. Ce n'est pas une simple question de peinture. Il en va ainsi pour les livres, les histoires, la sculpture et même pour les châteaux de sable. Certaines choses nous attirent, c'est tout. Comme si les gens qui les avaient faites nous parlaient dans la tête. Quant à cette peinture particulière, est-ce que vous la trouvez belle, Rosie ?» Rosie la regarda à nouveau, essayant d'en avoir la même vision qu'à Liberty Loan on Pound, lorsque dans sa langue silencieuse, l'œuvre lui avait parlé avec tant de force qu'elle avait été clouée sur place sans pouvoir penser à autre chose. Elle étudia la femme blonde en toge rose garance, ou en chiton, pour reprendre le terme utilisé par M. Lefferts, debout dans les hautes herbes, au sommet de la colline, remarquant une fois de plus la tresse qui retombait jusqu'au milieu de son dos, toute droite, et le bracelet d'or au-dessus du coude droit. Puis son regard descendit jusqu'au temple en ruine et à la déesse, statue renversée au pied de la colline, et aux choses que contemplait la femme en toge. Comment sais-tu ce qu'elle regarde? Comment peux-tu le savoir? On ne voit pas son visage. Tout cela était vrai, mais qu'y avait-il d'autre à contempler? Non, répondit Rose, je ne l'ai pas achetée parce que je la trouvais belle. Je l'ai achetée parce qu'elle me donnait une impression de puissance. À votre avis, faut-il qu'une peinture soit belle pour être bonne? Oh non, intervint Consuelo. Pensez à Jackson Pollock. Son truc à lui, ce n'était pas la beauté, mais l'énergie. Et Diane Arbus aussi. Qui est-ce? Voulut savoir Cynthia. Oh, c'est une photographe devenue célèbre grâce à ses photos de femmes à barbe et de nains fumant des cigares, répondit Consuelo. Ah ah, fit Cynthia, qui resta quelques instants songeuse, puis son visage s'illumina tout d'un coup. Ça me rappelle quelque chose. C'était pour un vernissage, à l'époque où je traînais dans les cocktails, dans une galerie d'art. C'était une photo d'un type qui s'appelait Applethorpe, Robert Applethorpe, et vous ne devinerez jamais ce que ça représentait. Un type en train d'enfourner la queue d'un autre type. Non mais vraiment. Et il faisait pas semblant, comme dans une revue porno. On voyait bien que le mec faisait un effort, qu'il s'y donnait à fond et qu'il en rajoutait. Je n'aurais jamais cru qu'un type pouvait avaler ce bon vieux manche à balai aussi profond. Mapplethorpe, dit Anna, de son ton faussement sec. Quoi? Fit Cynthia. Mapplethorpe, Cynthia, répéta Anna. Pas Applethorpe. Ah ouais, c'est ça, oui, je crois bien, dit Cynthia. Mais il est mort depuis, dit Anna.
Ah bon? Et comment? Demanda Cynthia. Le sida, répondit Anna, qui regardait toujours le tableau de Rosie et parlait d'un ton absent, connu aussi sous le nom de syndrome du manche à balai dans certains quartiers. Tu as dit que tu avais vu aussi un tableau comme celui de Rosie, fit Gert de sa voix profonde. Et c'était où, moucheron? Dans la même galerie? Non, répondit Cynthia. Pendant qu'elle avait discuté de la photo de Mapplethorpe, Cynthia avait seulement paru amusée. Maintenant, le rose lui montait aux joues et un petit sourire défensif lui creusait des fossettes. En fait, ce n'était pas le même, mais... Et elle s'interrompit. Bah, continue, l'encouragea Rosie. Eh bien, mon père était pasteur méthodiste à Bakersfield, reprit Cynthia. Bakersfield en Californie, où je suis né. On vivait dans le presbytère, et il y avait plein de vieux tableaux dans les petites salles de réunion en bas. Certains représentaient des présidents, d'autres des fleurs. Il y avait aussi des chiens, sans intérêt, quoi. Juste des trucs à accrocher au mur pour qu'ils n'aient pas l'air trop nus. Rosie acquiesça. Elle pensait aux tableaux disposés sur les étagères poussiéreuses du magasin de brocante. Gondole à Venise, fruits dans un compotier, chiens et renards. Des trucs à accrocher au mur pour qu'ils n'aient pas l'air trop nus, en effet. Autant de bouches privées de langue. Pourtant, reprit Cynthia, il y en avait un intitulé... Elle fronça les sourcils, s'efforçant de se rappeler le titre du tableau. Je crois qu'il s'appelait « De Soto se tourne vers l'ouest ». Il était debout dans sa tenue d'explorateur, en haut d'une colline, avec des Indiens autour de lui, et il regardait en direction de kilomètres et de kilomètres de forêt vers un grand fleuve. Le Mississippi, je crois, mais comment dire? Elle regarda autour d'elle, incertaine. Ses joues étaient plus roses que jamais, et son sourire avait disparu. À son oreille, le volumineux pansement paraissait très présent, comme un accessoire bizarre qu'on lui aurait greffé sur le côté de la tête, et Rosie trouva le temps de se demander, pour la énième fois, depuis qu'elle était arrivée à Filles et Sœurs, pourquoi tant d'hommes étaient aussi brutaux. Qu'est-ce qui n'allait pas chez eux? S'agissait-il d'un truc archaïque, ou de quelque chose de mal fichu inexplicablement passé dans leur gène, comme un mauvais circuit d'ordinateur? Mais continuez, Cynthia, dit Anna. On ne se moquera pas de vous, n'est-ce pas? Les autres femmes secouèrent la tête. Cynthia mit les mains derrière le dos, comme une petite fille à qui l'on a demandé de réciter sa leçon devant toute la classe. Eh bien, reprit-elle d'une voix beaucoup moins assurée que d'habitude, on aurait dit que l'eau du fleuve coulait, c'était ça qui me fascinait. Le tableau se trouvait dans la salle où mon père donnait ses leçons de catéchisme le jeudi. J'y allais parfois, et il m'arrivait de rester assise devant le tableau pendant 1 heure ou plus, comme si c'était la télé. Je regardais couler la rivière, ou plutôt j'attendais de la voir couler. À l'heure actuelle, je ne m'en souviens plus très bien. Ce que je n'ai pas oublié, c'est d'avoir pensé que si elle coulait, je finirais bien par voir arriver un radeau, un bateau ou un canoë indien, et que là, je le saurais vraiment. Et puis un jour, j'arrive dans la pièce et le tableau avait disparu, comme ça. Ma mère avait sans doute dû me voir en train de le regarder, et... Ça l'a inquiétée et elle l'a escamoté, acheva Robin. Ouais, sans doute, dit Cynthia. Je parie qu'elle l'a fichu à la poubelle. Je n'étais qu'une gamine. Toujours est-il que ton tableau me rappelle le mien, Rosie. Pam l'étudia de près. Tiens, s'exclama-t-elle, pas étonnant. On voit la femme respirer. Tout le monde éclata de rire, Rosie comme les autres. Non, c'est pas ça, corrigea Cynthia. C'est simplement, il a l'air un peu démodé, comme un tableau dans une école, et il est pâle. En dehors des nuages et de la robe, les couleurs sont atténuées. Dans mon tableau de Soto, tout était pâle aussi, sauf le fleuve. Il avait des reflets argentés éclatants, il était davantage présent que le reste du tableau. Gert se tourna vers Rosie. Alors, ce boulot, je t'ai entendu dire que tu en avais décroché un. Oh oui, raconte-nous absolument tout, ajouta Pam. Ah oui, dit Anna, racontez-nous tout, après quoi ce serait gentil de venir 5 minutes dans mon bureau. Est-ce que c'est pour ce que j'attends demanda Rosie. Anna sourit. Pour tout vous dire, oui. C'est un studio idéal, le meilleur que nous ayons sur notre liste. J'espère que vous en serez ravis autant que moi, dit Anna. Une pile de prospectus attendait, en équilibre précaire, au coin du bureau de la responsable de Filles et Sœurs. Ils annonçaient la tenue prochaine du pique-nique annuel de l'association, événement en partie communication, en partie célébration, puisqu'il y aurait un concert et une collecte de fonds. Anna en prit un, le retourna et esquissa un croquis rapide. Le coin cuisine est ici, le lit escamotable là, et voilà la partie séjour, et la salle de bain. On a à peine la place de se retourner, et pour s'asseoir sur les toilettes, on a pratiquement les pieds dans la douche, mais ce sera chez vous. Oh oui, murmura Rosie, chez moi.
Une impression qu'elle n'avait pas ressentie depuis des semaines, que tout cela n'était qu'un rêve merveilleux, et qu'elle allait d'un moment à l'autre se réveiller à côté de Norman, s'infiltra en elle. La vue est agréable, reprit Anna. Ce n'est pas la route du bord du lac, évidemment, mais Bryant Park est charmant, en particulier en été. C'est au premier étage. Le voisinage s'est un peu dégradé au cours des années 80, mais les choses s'améliorent depuis quelque temps. On dirait que vous y avez habité, remarqua Rosie. Anna haussa les épaules, un geste élégant, délicat, et dessina le couloir, puis la volée de marche qui desservait l'appartement. Elle maniait le crayon avec le brio et l'économie de moyens d'un professionnel et répondit sans relever les yeux. J'y suis allé à de nombreuses reprises, mais ce n'est évidemment pas ce que vous avez voulu dire, n'est-ce pas? En effet, dit Rosie. Un peu de moi s'en va, avec chacune des femmes qui part d'ici, reprit Anna. Je suppose que ça fait un peu banal, mais je m'en fiche. C'est ce que je ressens, sincèrement, et c'est tout ce qui compte. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Rosie contourna le bureau et la prit dans ses bras d'un geste impulsif qu'elle regretta aussitôt en sentant Anna se raidir. Je n'aurais pas dû faire ça, et j'aurais dû m'en douter. Oui, elle aurait dû. Anna Stevenson était une personne pleine de bonté. Rosie n'éprouvait aucun doute là-dessus. C'était même peut-être une sainte, mais elle gardait toujours cette étrange attitude hautaine, à quoi s'ajoutait ce détail. Anna n'aimait pas que les autres pénètrent dans son espace vital, et n'aimait pas en particulier être touchée. Oh, je suis désolé, s'excusa Rosie en battant en retraite. Oh, ne soyez pas stupide, dit Anna, avec une certaine brusquerie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, je l'aime déjà, répondit Rosie. Anna sourit et le petit malaise s'évanouit. Elle traça un X sur le mur du coin du séjour, près d'un rectangle minuscule qui représentait l'unique fenêtre du studio. Je parie que c'est là que vous allez installer votre nouveau tableau. Mais je crois que vous avez gagné, admit Rosie. Anna reposa son crayon. Je suis ravie de pouvoir vous aider, Rosie. Si vous saviez comme je suis contente que vous soyez venue chez nous. Et vous avez une fuite. Encore les Kleenex, mais Rosie songea que ça ne devait pas être la même boîte que la première fois. Quelque chose lui disait que les boîtes de Kleenex ne duraient pas longtemps dans ce petit bureau. Elle en prit un et s'essuya les yeux. Vous m'avez sauvé la vie, vous savez, dit-elle d'une voix étranglée. Vous m'avez sauvé la vie, et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, jamais. Flatteur, mais inexact, répondit Anna de sa voix froide et calme. Je ne vous ai pas plus sauvé la vie que Cynthia n'a fichu Grete toute seule par terre tout à l'heure. Vous vous êtes sauvé vous-même la vie lorsque vous avez pris le risque de fuir l'homme qui vous battait. C'est possible, répondit Rosie, mais merci tout de même, juste pour avoir été ici. Ce fut un plaisir pour nous, dit Anna, et pour la première fois de tout son séjour à filles et sœurs, Rosie vit des larmes dans les yeux d'Anna Stevenson. Elle lui rendit la boîte de Kleenex avec un petit sourire. « Ah, tenez, on dirait que vous aussi vous avez une fuite. » Anna partit d'un petit rire, prit un Kleenex, s'essuya les yeux et jeta le mouchoir en boule dans la corbeille à papier. « Oh, j'ai horreur de pleurer. C'est mon secret le plus profond, le plus noir. Il m'arrive de croire que c'est terminé, qu'il faut que ce soit terminé, et je recommence. Un peu comme ce que je ressens pour les hommes. » Un bref instant, Rosie se surprit à évoquer l'image de Bill Steiner et de ses yeux noisettes. Anna reprit son crayon, griffonna quelque chose sous son dessin, puis tendit le prospectus à Rosie. C'était une adresse, son adresse. 897 Trenton Street. Voilà votre domicile, dit Anna. C'est quasiment à l'autre bout de la ville, mais vous savez vous servir des bus maintenant, non? Rosie acquiesça avec un sourire, encore accompagné de quelques larmes. Vous pouvez communiquer cette adresse à certaines des amies que vous vous êtes fait ici. Vous pourrez la communiquer à d'autres par la suite. Mais pour l'instant, vous et moi sommes les seuls à la connaître. À sa manière de parler, Rosie avait l'impression que ce n'était pas la première fois qu'elle faisait ce petit laïus, un discours d'adieu en somme. Les gens qui iront chez vous ne devront pas être mis au courant de notre adresse ici. C'est la règle à filles et sœurs. Au bout de 25 ans à m'occuper de femmes battues, je suis convaincu qu'il faut toujours la respecter. Pam lui avait déjà expliqué tout cela, comme d'ailleurs Consuelo et Robin. Explication qui avait eu lieu pendant la grosse rigolade, nom que donnaient les résidents à toutes les corvées du soir de l'institution. À la vérité, Rosie n'en aurait pas eu besoin. Au bout de 3 ou 4 séances de thérapie de groupe, toute personne d'intelligence normale savait à peu près tout ce qu'il y avait à savoir sur le règlement qui régissait la maison. C'était la liste d'Anna, le code d'Anna. « Est-ce qu'il vous inquiète encore » demanda Anna.
Rosie, qui avait eu un instant de distraction, revint brusquement à la réalité. Sur le coup, elle ne vit pas de qui Anna voulait parler. « Votre mari, vous inquiète-t-il ? Je n'ai pas oublié qu'au cours de vos 2 ou 3 premières semaines ici, vous avez exprimé la crainte qu'il ne vous poursuive, qu'il ne vous pourchasse, pour employer votre expression. Et qu'en pensez-vous maintenant ?» Rosie réfléchit soigneusement à la question. Tout d'abord, le terme de peur était insuffisant à décrire le sentiment que lui inspirait Norman au début de son séjour à Filles et Sœurs. Le terme de terreur était lui-même imparfaitement adéquat, car au cœur même de ce qu'elle ressentait pour lui, d'autres émotions venaient ronger et même modifier cette peur. La honte d'avoir échoué dans son mariage, une sorte de mal du pays pour les quelques objets auxquels elle avait particulièrement tenu, la chaise à poux par exemple, sans compter une sensation euphorique de liberté qui lui donnait l'impression de se renouveler tous les matins, et un soulagement tellement glacial qu'il en était horrible. Le genre de soulagement que pourrait ressentir un danseur de corde après avoir été sur le point de perdre l'équilibre, se rattrapant au dernier moment au cours de la traversée d'un canyon sans fond. La peur avait toutefois donné le ton à tous ses sentiments, aucun doute là-dessus. Au cours des 2 premières semaines à Filles et Sœurs, elle n'avait cessé de refaire le même rêve. Elle était assise dans l'un des fauteuils en osier du porche, lorsqu'une Sentra rouge, flambant neuve, venait se garer le long du trottoir. La portière du conducteur s'ouvrait, et Norman en descendait. Il portait un t-shirt avec une carte du Sud-Vietnam dessus. Parfois, les mots « Ma maison est là où est mon cœur » étaient inscrits dessus. D'autres fois, « Je suis SDF et j'ai le sida ». Il avait le pantalon éclaboussé de sang. Des os minuscules, comme ceux des doigts, pendaient à ses oreilles. Il tenait à la main une sorte de masque souillé de sang et de débris grumeleux de viande. Elle essayait de se lever du fauteuil, mais était incapable de bouger, comme prise de paralysie. Elle ne pouvait que rester assise et le regarder remonter lentement l'allée vers elle, tandis que les os minuscules dansaient à ses oreilles. Pouvait seulement rester assise, tandis qu'il lui disait qu'ils allaient avoir une petite discussion entre 4 yeux. Il lui souriait et ses dents étaient également couvertes de sang. « Rosie ?» demanda doucement Anna. « Vous êtes là ?»« Oh, oui, répondit-elle, avec une précipitation un peu essoufflée. Je suis bien là, et oui, j'ai toujours peur de lui. Oh, ce n'est pas exactement une surprise, vous savez, dit Anna. À un certain niveau, je suppose que vous aurez toujours peur de lui. Mais tout ira bien tant que vous n'oublierez pas que vous bénéficierez de périodes de plus en plus longues, pendant lesquelles vous n'aurez peur de rien, et pendant lesquelles vous ne penserez même pas à lui. Ce n'est cependant pas exactement ce que je vous ai demandé. Je voulais savoir si vous aviez toujours peur qu'il soit à vos trousses. Oui, elle le redoutait toujours, mais un peu moins. Elle avait entendu nombre de conversations téléphoniques relatives à son travail au cours des 14 dernières années et suivi nombre de conversations entre lui et ses collègues sur des tas d'affaires, soit en bas, soit dans la salle de récréation, soit dehors dans le patio. C'est à peine s'il la remarquait quand elle leur apportait du café chaud ou des bières fraîches. C'était presque toujours Norman qui dirigeait la conversation. Le ton vif et impatient, penché sur la table, une bouteille de bière disparaissant à moitié dans sa grande paluche, houspillant les autres, balayant leurs doutes, refusant de les suivre dans leurs spéculations. Il lui était même arrivé de discuter d'un cas avec elle. Ce n'étaient pas les idées qu'elle aurait pu émettre qui l'intéressaient, évidemment, mais elles constituaient un mur parfait pour y faire rebondir les siennes. Il était toujours pressé et voulait des résultats immédiats, pour hier même, et avait tendance à se désintéresser d'une affaire au bout de 3 semaines. Il en parlait comme Gert de ses techniques d'autodéfense, tout ce qui traînait, tout le reste. Était-elle devenue un reste pour lui à l'heure actuelle? Qu'elle aurait aimé pouvoir le croire, comme elle avait essayé de le croire, sans pourtant y parvenir tout à fait. « Bien, je ne sais pas, répondit-elle. D'un côté, je me dis que s'il avait dû se montrer, ce serait déjà fait, mais d'un autre, je suis à peu près convaincu qu'il continue à chercher. En plus, ce n'est pas un chauffeur de poids lourd ou un plombier, mais un flic. Il sait comment s'y prendre pour retrouver les gens. » Anna acquiesça. « Oui, je sais, dit-elle, ce qui fait de lui quelqu'un de particulièrement dangereux, et signifie que vous devez vous montrer particulièrement prudente. Il est important de vous rappeler, cependant, que vous n'êtes pas seule. L'époque où vous l'étiez est révolue, Rosie. Vous ne l'oublierez pas, n'est-ce pas? » « Oh non, répondit Rosie. « C'est bien vrai? »« Oh oui. Et si jamais il se montre, que ferez-vous? Demanda Anna. « Je lui claque la porte au nez et je la verrouille. »« Et puis? »« Eh bien, j'appelle la police. » Sans hésitation. « Ah non, pas la moindre. »
Elle disait la vérité, mais elle aurait peur aussi. Pourquoi? Parce que Norman était flic, et que les autres, ceux qu'elle appellerait, seraient flics eux aussi. Parce qu'elle n'ignorait pas que Norman avait une façon bien à lui d'obtenir ce qu'il voulait, c'était un chef de meute. Et à cause de ce que Norman lui avait répété 100 fois, que tous les flics étaient frères. Et après avoir appelé le 911, lui demanda Anna. Eh bien, je vous appelle, vous, répondit Rosie. Anna acquiesça de nouveau. Alors tout va aller très bien, parfaitement bien. Je sais, dit Rosie. Elle avait répondu d'un ton confiant, mais une partie d'elle-même se posait la question. Cela poserait probablement toujours, à moins qu'il ne surgisse tout d'un coup et ne fasse passer la question du règne de la spéculation à celui de la réalité. Si cela arrivait, tout ce qu'elle avait vécu depuis 1 mois et demi, filles et sœurs, le Winterstone Hotel, Anna et ses nouvelles amies, allait-il s'évanouir comme un rêve au réveil, au moment où elle ouvrirait la porte un soir et trouverait Norman derrière? Était-ce possible? Les yeux de Rosie se reportèrent sur le tableau qu'elle avait appuyé au chambranle de la porte, et elle comprit soudain que non. Elle ne voyait que le dos de la toile, mais découvrit qu'elle percevait tout de même la peinture. Déjà, l'image de la femme de dos, du ciel d'orage et du temple enfoui dans la verdure au bas de la colline était aussi claire que le cristal dans son esprit, et n'avait pas l'imprécision des songes. Rien, se disait-elle, ne pouvait transformer son tableau en rêve. Et avec un peu de chance, il n'y aurait jamais besoin de répondre à ces questions, pensa-t-elle avec un petit sourire. « À combien s'élève le loyer, Anna » demanda Rosie. « 320 $ par mois, répondit-elle. « Est-ce que cela ira pour au moins 2 mois ?»« Oh oui, répondit Rosie. Anna le savait évidemment. Si Rosie n'avait pas eu assez de ressources pour prendre un bon départ, cette conversation n'aurait même pas eu lieu. Cela me paraît très raisonnable, continua-t-elle. Quant à payer un loyer, je serais très contente de commencer par celui-ci. Eh bien, commencez par celui-ci, répéta Anna. Elle joignit les mains sous son menton et regarda Rosie de manière appuyée. Ce qui m'amène à la question de votre nouveau travail. Ça paraît absolument merveilleux, et pourtant en même temps un peu... aléatoire, incertain, demanda Rosie. Tels étaient les adjectifs qui lui étaient venus à l'esprit sur le chemin du retour, sans compter que, en dépit de l'enthousiasme de Robbie Lefferts, elle ne savait pas avec certitude si elle était réellement faite pour ce travail. Elle ne le saurait que le lundi matin suivant. Anna acquiesça. « Eh bien, ce ne sont pas les termes que j'aurais employés. En fait, j'ignore ce que j'aurais dit, mais on va faire avec. La question est que si vous quittez le Winterstone, je ne peux pas vous garantir que vous retrouverez votre place, en tout cas dans des délais aussi brefs. Des femmes arrivent tous les jours à filles et sœurs, comme vous le savez, et elles ont la priorité. »« Oh oui, bien sûr, je comprends parfaitement, » dit Rose. « Mais je ferai ce que je pourrai, naturellement, » dit Anna. « Et si ça ne marche pas avec M. Lefferts, » reprit Rosie, « je chercherai un emploi de serveuse, » dit Rosie d'un ton tranquille. « Mon dos va beaucoup mieux, et je crois que j'arriverai à m'en sortir. Grâce à Down, je pourrais probablement trouver un boulot de nuit dans un 7-Eleven ou un Piggly Wiggly, s'il faut en venir là. » Dan Vereker donnait des rudiments de comptabilité sur une caisse enregistreuse dans l'une des pièces du fond, et Rosie avait été une étudiante assidue. Anna observait toujours attentivement la jeune femme. « Vous pensez cependant qu'il n'y aura pas besoin d'en arriver là, n'est-ce pas » demanda-t-elle. « Non, en effet, » répondit Rosie. Elle eut un nouveau coup d'œil pour son tableau. « Je pense que ça va marcher. En attendant, je vous dois tellement... »« Oh, vous savez ce que vous avez à faire pour ça » demanda Anna. « Oh oui, passez le mot, » répondit Rosie. « Exactement, c'est cela, » dit Anna. « Si jamais un jour vous tombez sur une autre version de vous-même dans la rue, une femme qui marche la tête baissée, l'air d'avoir peur de tout, y compris de son ombre, passez simplement le mot. »« Et puis-je vous poser une question, Anna ?»« Oh, tout ce que vous voudrez. »« Eh bien, vous m'avez dit que Filles et Sœurs avaient été fondées par vos parents. Pour quelle raison? Et pourquoi continuez-vous leur œuvre? Pourquoi passer le mot, si vous préférez ?» Anna ouvrit l'un des tiroirs de son bureau, fouilla dedans et en ressortit un livre de poche épais. Elle le jeta sur le bureau en direction de Rosie, qui le prit et le regarda, l'œil rond. Un souvenir lui était revenu à l'esprit, aussi violent que ces flashbacks dont souffrent parfois les anciens combattants. En cet instant, elle ne se rappela pas seulement l'humidité contre ses cuisses, une sensation qui faisait l'effet de sinistres petits baisers, mais crut bien que la chose recommençait. Elle voyait l'ombre de Norman s'encadrer dans la porte, tandis qu'il parlait au téléphone. L'ombre de ses doigts, qui entortillaient et détortillaient inlassablement le cordon du combiné.
Elle l'entendait dire à l'autre personne, au bout du fil, qu'il s'agissait évidemment d'une urgence, que sa femme était enceinte. Et elle le vit revenir dans la pièce et se mettre à ramasser les morceaux du livre de poche qu'il lui avait arraché des mains avant de la frapper. C'était la même rouquine sur la couverture du livre d'Anna. Habillée cette fois d'une robe de bal et serrée dans les bras d'un beau gitan doté d'un regard de braise, et sembla-t-il d'une paire de chaussettes roulées en boule sous sa braguette. C'est ça le problème, avait dit Norman. C'est connerie. Combien de fois t'ai-je déjà dit ce que j'en pensais? Rose? C'était Anna, avec de l'inquiétude dans la voix. Elle donnait aussi l'impression d'être loin, comme les voix que l'on entend parfois en rêve. Ça ne va pas, Rose? Elle leva les yeux du livre. L'amant de Misérie proclamait le titre en lettres rouges métallisées, et en dessous, le roman le plus torride de Paul Sheldon. Et elle eut un sourire forcé. Oh, si, ça va. On dirait que c'est gratiné. Ce genre de bouquin érotique est mon vice secret, dit Anna. C'est mieux que le chocolat, car ils ne vous font pas prendre un gramme, et les hommes là-dedans sont mieux que ceux de la réalité. Ils ne vous appellent pas à 4 heures du matin, ivres et geignants pour qu'on leur donne une deuxième chance. Mais ce n'en est pas moins de la camelote, et savez-vous pourquoi? Rosie secoua la tête. Eh bien, parce que dans ces livres, tout est expliqué. Chaque chose a sa raison d'être. Ils peuvent vous raconter des histoires aussi farfelues que dans les journaux à scandale des supermarchés. Ils peuvent aller à l'encontre de tout ce que quelqu'un, même d'intelligence très limitée, sait du comportement des gens dans la vie. Mais ils sont rudement présents, bon Dieu. Dans un livre comme L'amant de Misérie, Anna Stevenson dirigerait sans aucun doute filles et sœurs, parce qu'elle aurait elle-même été victime de sévices et de brutalité, ou parce que sa mère l'aurait été. Mais je n'ai jamais été brutalisé, pas plus que ma mère, autant que je sache. J'ai souvent été ignoré par mon mari. Cela fait presque 20 ans que nous sommes divorcés, au cas où Pam ou Gert ne vous l'auraient pas dit, mais jamais brutalisé. Dans la vie, Rosie, les gens font parfois des choses, des bonnes ou des mauvaises, juste parce que. Vous ne croyez pas? Rosie hocha affirmativement la tête, avec lenteur. Elle pensait à toutes les fois où Norman l'avait frappée, lui avait fait mal, l'avait fait pleurer. Et puis un soir, sans aucune raison, il était capable d'arriver avec un bouquet de roses et de l'emmener au restaurant. Si elle lui demandait pourquoi, il se contentait en général de hausser les épaules et de répondre qu'il avait eu envie de lui faire plaisir. En d'autres termes, juste parce que. Maman, pourquoi dois-je aller au lit à 8 heures l'été quand il fait encore jour? Juste parce que. Et papa, pourquoi grand-père est mort? Juste parce que. Norman s'imaginait sans aucun doute que ses cadeaux et ses sorties surprises rachetaient beaucoup de choses, que ses attentions devaient contrebalancer ce qu'il considérait probablement comme son mauvais caractère. Il ne saurait jamais, et n'aurait jamais compris, même si elle le lui avait dit, que de tels gestes la terrifiaient encore plus que sa colère et ses accès de rage. Là, au moins, elle savait comment se comporter. J'ai en horreur l'idée que tout ce que nous faisons dépendrait de ce que des gens nous ont fait, reprit Anna d'un ton songeur. C'est une attitude qui nous décharge de tout, qui ne tient compte en rien du saint ou du démon qui se dévoile fugitivement au fond de nous. Plus grave encore, je trouve que ça ne sonne pas juste. C'est bon dans les livres de Paul Sheldon, cependant, c'est réconfortant. Cela vous permet de croire, au moins pendant un petit moment, que Dieu est saint d'esprit et qu'il n'arrivera rien de bien méchant aux personnes du livre que vous aimez. Pouvez-vous me rendre mon livre? Je vais le finir ce soir, avec plein de thé bien chaud, des litres. Rosie sourit et Anna lui rendit son sourire. Viendrez-vous au pique-nique, Rose? Il aura lieu à Ettinger Spear, et nous aurons besoin de l'aide de tout le monde, c'est toujours comme ça. Oh, vous pouvez compter sur moi, dit Rosie. Sauf si M. Lefferts décide que je suis un prodige et veut me faire travailler aussi le dimanche. Oh, j'en doute, dit Anna, qui se leva et fit le tour du bureau. Rosie se leva à son tour, et ce ne fut qu'à ce moment, alors que leur entretien était presque terminé, que la plus élémentaire des questions lui vint à l'esprit. Au fait, quand puis-je emménager, Anna? Dès demain, si vous voulez, répondit-elle. Elle se pencha, prit le tableau, regarda les mots griffonnés au fusain d'un air songeur, puis le retourna. Vous avez dit qu'il était bizarre, demanda Rosie. Pourquoi? De l'ongle, Anna tapota la vitre qui protégeait la toile. Eh bien, parce que la femme est au centre et nous tourne néanmoins le dos. Voilà qui me paraît extrêmement curieux, pour ce genre de peinture, qui est par ailleurs exécutée conventionnellement. Elle jeta un coup d'œil à Rosie, et quand elle reprit la parole, ce fut avec une note d'excuse dans la voix. À ce propos, le bâtiment en bas de la colline est disproportionné en termes de perspective.
Oh oui, dit Rosie, celui qui m'a vendu la toile me l'a fait remarquer. Et d'après monsieur Lefferts, ce serait volontaire, sans quoi certains éléments disparaîtraient. Il a sans doute raison, dit Anna. Elle regarda le tableau quelques instants. Il a cependant quelque chose, non? Comme s'il était gros de présage. Je ne vois pas ce que vous voulez dire, dit Rosie. Anna se mit à rire. Oh, moi non plus. Sauf qu'il me rappelle un peu mes romans à la gomme. Des hommes forts, des femmes lascives, des flots d'hormones. Cette expression gros d'eux est la seule qui me vienne à l'esprit pour décrire ce que je veux dire. Comme le calme avant la tempête. C'est sans doute à cause de ce ciel, simplement. Elle mit la toile à l'envers et étudia une fois de plus les mots écrits au fusain. Est-ce cela qui vous a arrêté, votre prénom demanda-t-elle. Oh non, pas du tout, répondit Rose. Lorsque j'ai lu Rose Madère au dos, je savais déjà que je voulais le tableau. Et elle sourit. C'est juste une coïncidence, à mon sens, du genre de celles qui sont bannies de vos romans. Je vois, dit Yanna. Toutefois, elle n'avait pas tout à fait l'air de voir. Du gras du pouce, elle passa le doigt sur les lettres, le fusain s'étala sans difficulté. Soudain, sans raison apparente, Rose se sentit très mal à l'aise. Comme si, quelque part dans cet autre fuseau horaire où la nuit tombait déjà, un homme pensait à elle. Après tout, Rose est un prénom plutôt courant, pas comme Évangeline ou Pétronille. Oui, vous avez sans doute raison, admit Anna en lui rendant le tableau. Mais c'est tout de même curieux que le titre soit écrit au fusain. Ah bon, curieux? Et pourquoi? demanda Rosie. Eh bien parce que le fusain s'étale et se brouille facilement, répondit Anna. S'il n'est pas protégé par un fixatif, et vous avez vu qu'il ne l'était pas, il se transforme rapidement en une tache noirâtre méconnaissable. J'en conclus que les mots Rose Madère ont été écrits récemment. Mais pourquoi? Le tableau lui-même ne paraît pas récent. Il a au moins 40 ans, et pourrait en avoir 80 ou 100. Il y a aussi autre chose de curieux. Quoi donc? demanda Rose. L'artiste n'a pas signé, répondit Anna.